surtout d'algorithmes de recommandation. Alors, tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est un algorithme de recommandation, et surtout, tout le monde, je pense qu'on ne comprend pas à quel point c'est important. Parce que je pense qu'il y a une petite mécompréhension sur comment ça marche quand même maintenant, aujourd'hui, Internet, dans le sens où, et moi le premier, j'ai un peu l'impression, où j'aurais envie que Internet, ça soit un endroit où en fait on arrive, on allume notre ordinateur, on va sur google.com et on fait une recherche très intelligente de tous les trucs intelligents qu'on veut lire. Genre oui, article, quelle est la biographie de Mathieu Ricard, paf, et j'ai mon premier réponse et je vais sur Wikipédia. Voilà, on se dit que c'est comme ça qu'on consomme le web. C'est même pas comme ça que le web fonctionne aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre smartphone et on va sur une plateforme qui nous dit ce qu'on va regarder. Il y a très très peu aujourd'hui de recherche proactive sur le net. C'est-à-dire que le net est devenu, le web est devenu un endroit où, et c'est pour ça que nous, on parle beaucoup des algorithmes de recommandation. En gros, les algorithmes de recommandation, c'est la porte d'entrée du web aujourd'hui. Vous allez sur une plateforme et il y a une mécanique qui décide de ce que vous allez voir sur Internet. Alors, algorithme, c'est un terme très générique, hein. C'est par exemple une recette de cuisine, c'est un algorithme. Dans le sens où une recette de cuisine, c'est des étapes à suivre pour avoir quelque chose à la fin de mangeable. Après, si vous suivez la recette et que la personne écrivant la recette a 2-3 compétences culinaires, c'est mangeable. Un algorithme de recommandation, c'est la même chose, sauf que c'est pas un truc pour manger, hein. C'est quelle est la bonne recette que suit la plateforme pour trouver le contenu qui va vous faire rester sur la plateforme. C'est ça un algorithme de recommandation. C'est la recette de la plateforme pour faire rester les utilisateurs sur la plateforme. C'est ça un algorithme de recommandation. Il y en a tous, et on va en parler, aussi des fantasmes sur comment marche l'algorithme de recommandation, et je pense que en fait, comment ça marche vraiment est un petit peu plus terrible que ce qu'on pense. Alors, YouTube. Question, d'après vous, combien de temps l'humanité passe chaque jour à regarder des vidéos YouTube? Alors que je vous demande, collectivement, combien de temps on passe sur YouTube? Ouais, dans le monde, en entier. Tous les humains. Alors, tu vois, tu peux avoir une manière un peu instinctive de voir, c'est qu'en gros, alors ça dépend des chiffres, mais on est à peu près 2-3 milliards d'utilisateurs sur YouTube. Tu multiplies par le nombre de minutes en moyenne que sur YouTube. Là, je parle que de YouTube. En gros, tu arrives du coup à 3 milliards de personnes qui passent en moyenne 20 minutes. Ça fait du coup 1 milliard. À 1 milliard d'heures sur YouTube par jour. En fait, on consomme 1 milliard d'heures. Et après, la grande question à se poser, parce que moi, là, à la suite de cette conférence, peut-être, que vous allez aller voir sur YouTube, que vous allez après la bière, et que vous allez voir des super animés. Ça, c'est pas vraiment une recommandation. Alors, si vous tapez après la bière et que finalement les vidéos de ma chaîne sont en 10 millième position, c'est quand même une recommandation. Dans le sens où il y a bien un choix parmi toutes les réponses que vous pouvez donner à après la bière, lesquelles il va mettre en premier. C'est une recommandation, moins évidente que la page d'accueil. Enfin, c'est vraiment de la recommandation dure. Okay. Et en fait, il s'avère que YouTube, 70% des vidéos consommées sur YouTube viennent de la recommandation. Il ne faut pas toujours approcher de là. D'accord. En fait, c'est dans des trucs comme ça, quand tu t'approches des micros, tu as une sorte de... ça entre en résonance, ce qui est absolument infâme pour la personne qui parle, donc pour moi, donc je ne vais pas le faire. Et en fait, il y a ce truc-là de 70% des contenus qui viennent du propre algorithme de recommandation de YouTube. Ce qui veut dire quand même que, en gros, parce que 700 millions d'heures, personne ne sait ce que ça veut dire. On va pas vivre dans notre vie 700 millions d'heures, donc on a du mal à se représenter ce que c'est. Mais c'est l'équivalent du temps d'enseignement de 25 000 professeurs pendant toute leur carrière. En fait, YouTube recommande le temps, en temps de vidéo tous les jours, ce que 25 000 professeurs pourraient enseigner au cours de leur carrière. Et donc ça pose question. C'est-à-dire que si on met 1 heure d'esprit critique, 1 heure de changement climatique par-ci, par-là aux élèves, et que finalement, collectivement, les jeunes et les moins jeunes regardent massivement des vidéos qui vont pas dans le sens de l'action collective sur le climat, par exemple, on rame à contre-courant. Il y avait nos petites heures d'éducation nationale par-ci, par-là. Parce qu'au final, aujourd'hui,
Où c'est qu'on se renseigne, où c'est qu'on apprend, où c'est sur les réseaux sociaux. C'est massivement là, et là moi je fais partie de gens qui pensent qu'aujourd'hui, la fabrique médiatique et la fabrique de ce que l'on pense, etc., est massivement fait sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, pourquoi Elon Musk a racheté Twitter et n'a pas racheté un média? Parce qu'il le sait très bien. Et que la seule chance qu'on a avec nos milliardaires, c'est que nos milliardaires n'ont pas encore compris ça et continuent à racheter des médias. D'ailleurs, vous avez dans le truc fake news, là, l'exposition qu'ils ont fait qui est très bien faite, la fameuse carte du monde diplomatique où on est qui possède les médias en France. Bon, ben en fait, Elon Musk, il a compris le next step, donc la prochaine étape, qui est de dire, bon, en fait, non, je rachète au-dessus. Et au-dessus, aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. C'est les plateformes sur lesquelles les gens vont vraiment en masse. Oui. Alors moi, je parle massivement des réseaux sociaux aujourd'hui. Et c'est différent parce que moi, ce dont je parle, c'est de l'endroit où il y a des algorithmes de recommandation. Et donc, je parle des plateformes. Et qu'a racheté Twitter? Il a racheté une plateforme où il y a un algorithme de recommandation et qui contrôle les algorithmes de recommandation des plateformes, le propriétaire de la plateforme. Et aujourd'hui, Internet, en termes de temps d'usage, c'est les plateformes. Très peu de gens, c'est marginal. Les gens qui vont aujourd'hui, par exemple, directement sur le site du Monde. Les gens ne vont pas sur le site du Monde. Les gens vont sur Twitter. Ils vont voir apparaître, parce qu'ils sont abonnés plus ou moins à des gens qui sont intéressés par le monde, et ils vont voir l'article du Monde. C'est comme ça que c'est massivement consommé. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable d'aller sur le Monde. Je ne dis pas ça. Je dis qu'aujourd'hui, il faut se rendre compte qu'en termes de proportion, le temps passé sur Internet, c'est du temps qui est sur les plateformes. Et d'ailleurs, ne vous y trompez pas. C'est pour ça que, par exemple, sur une plateforme comme Instagram, alors Instagram, c'est la pire, parce qu'Instagram, par exemple, ils interdisent aux créateurs de contenu, aux créatrices de contenu sur Instagram de mettre des liens qui vont faire sortir de la plateforme. Et c'est bien parce que tout l'intérêt de la plateforme, c'est de vous maintenir dans la plateforme elle-même. Donc vous avez le droit de mettre des liens, mais en commentaire, pas dans la publication originale. De la même manière, quand vous allez aller sur LinkedIn ou d'autres plateformes, quand vous publiez un lien extérieur, c'est des choses que les algorithmes de recommandation prennent en compte et ils vont moins afficher des contenus qui font sortir de la plateforme. Parce que l'intérêt de la plateforme, c'est quoi? C'est que vous restez sur la plateforme. En fait, eux, justement, c'est ça qui s'est passé. Et c'est la différence entre le web, la première vague du web et la deuxième. La première vague du web, c'est le web des blogs, le web de Wikipédia, qui existe toujours. Mais aujourd'hui, plus personne va sur des blogs. C'est anecdotique. Oui. Ce que je veux dire, c'est que le premier web, c'est le web des blogs, et c'est celui-là que les plateformes ont tué. Parce qu'elles ont fait le même principe que les enclosures à l'époque, mais c'est des enclosures numériques, et aujourd'hui, c'est massivement là où les gens vont. C'est juste ça que je veux dire. Ça ne veut pas dire que le monde n'existe pas, qu'il n'y a pas d'autres fabriques médiatiques, ça veut juste dire que ce qui donne de plus en plus le là de l'information en général, c'est les plateformes, dans lesquelles les algorithmes de recommandation ont de plus en plus de pouvoir. Alors, en soi, moi, j'ai rien contre les plateformes qui ont le droit de recommander ce qu'elles veulent, etc. L'embêtant, c'est comment marchent ces algorithmes de recommandation. Quelle est leur recette? Et en quoi leur recette est ou pas problématique. Alors, un des trucs qui est problématique, c'est que depuis très longtemps, on sait que une manière pour optimiser le temps passé, parce que quel est le but de la plateforme? Le but de la plateforme, c'est de faire en sorte que vous passiez le plus de temps sur la plateforme, parce que plus vous y passez de temps, plus ils vont pouvoir vendre ce temps à des annonceurs, ou vendre vos données qu'ils récoltent de votre usage à des annonceurs. C'est le modèle économique, hein. Il a été donné par Patrick Lelay à l'époque, qui parle de TF1, qui a le même modèle économique que les plateformes, qui est le métier de TF1, c'est de vendre des secondes de cerveau humain disponibles à Coca-Cola. C'est très connu, hein, il l'a dit il y a très longtemps. La seule différence, et j'en parlais tout à l'heure, la seule différence entre TF1 et les plateformes, c'est que les plateformes ont acquis une compétence que TF1 n'avait pas, c'est l'individualisation des flux. En fait,
TF1, vous regardez le même programme que tous les autres. Aujourd'hui, les plateformes ont acquis ce pouvoir-là, qui fait toute la différence. Qu'ils peuvent trouver un flux qui va vous faire craquer à vous, et pas à moi. Et ça, c'est un pouvoir monumental de plus, parce que ça fait que le fil de recommandation est beaucoup plus, ou génère beaucoup plus, potentiellement, d'usage chez les gens, parce qu'ils parlent concrètement à toutes les faiblesses qu'on a, et j'en parlerai après, les faiblesses que moi je peux avoir et qui ne sont pas les vôtres. Parce que si vous aviez mon fil de recommandation, peut-être que vous ne craqueriez pas du tout. Et en gros, ça c'est une étude qui est sortie il y a très longtemps, et qui était sur quel est le genre de contenu qui génère le plus de viralité. C'était sur la plateforme Twitter à l'époque. Hein? Ah. Et en gros, il y a plein d'émotions. Ce qui est très émotionnel, qui va générer l'émotion, génère de la viralité. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, les choses qui vont être très nuancées, etc., ça a tendance à créer pas tant d'engagement que ça. Le truc qui marche le plus, c'est la colère. Il n'y a pas que la colère, mais la colère marche le plus. Et donc, aujourd'hui, on a des systèmes numériques où, en gros, il y a une prime à tous les gens qui vont créer ce genre de contenu. Donc, le genre de contenu type activé, le genre de contenu, c'est pour ça qu'il y a là, vous savez, le AWEO en américain, ça veut dire ce qui émerveille. C'est pour ça que vous allez avoir des vidéos YouTube, par exemple, qui vont dire les 7 trucs les plus incroyables du monde, et le 4e va vous étonner. Et moi, j'en ai parlé à un petit, là, le 3e, il disait, il a été très malin, il me dit, oui, mais moi, je me fais pas avoir. Je clique et je vais directement au 4e. Ah, mais j'ai cliqué, en fait, hein, donc tu te fais avoir. Il tombe bien. Et donc tout ça pour dire, c'est ça que les algorithmes ont optimisé. Alors attention, on se dit tout le temps, on se dit, les big tech, c'est vraiment des démoniaques qui vont faire des trucs, qui vont mettre le label colère sur cette vidéo, et qui vont promouvoir. Non, c'est pas comme ça. En fait, un algorithme, c'est quelque chose où, en fait, ils entraînent un algorithme de recommandation sur toutes les données de tout le monde. Donc, en fait, ce que fait un algorithme de recommandation, c'est qu'il détecte les motifs d'usage chez les gens. Il n'a pas besoin de mettre des labels. Il voit juste que ces gens-là regardent toujours ce genre de vidéos. Ils sont connectés à ces vidéos. Et un exemple où on le voit très bien, c'est que ça, c'est un exemple de 2019, où une maman avait pris une vidéo de sa petite qui barbotait dans la piscine, et l'avait mise sur YouTube, juste pour la famille. Au bout d'une semaine, elle s'aperçoit qu'elle a 5000 vues sur sa vidéo. Je fais des vidéos sur YouTube, 5000 vues, il faut les avoir. Je ne les ai pas toujours. Et donc beaucoup de vues, bizarre. Et puis 3 semaines après, il y a 300 000 vues, je crois, c'est une article de New York Times qui racontait ça il y a 5 ans. Et elle se dit, non, il y a vraiment un problème, du coup, bon, téléphone à Google, hein, qui est la maison mère de YouTube. Elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, YouTube, ah oui. Et en fait, juste l'algorithme avait détecté qu'il y avait une population large, a priori, qui était intéressée par des petites filles qui barbotaient dans la piscine. Mais aucun chercheur a jamais mis l'étiquette en disant, ah, on va faire ça. Non, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, ces motifs d'usage, j'avais fait un article sur ça, ça s'appelle la factorisation matricielle, c'est juste qu'en fait, il voit exactement la manière dont les gens agissent et dont agissent chacun et chacune. Il va avoir des motifs. Il va voir, par exemple, souvent, les gens qui cliquent sur les vidéos pro PSG vont aussi cliquer sur les vidéos anti-l'OM. Bien sûr, mais c'est un pattern, c'est normal, il va bien le voir. Il n'a pas besoin d'avoir des analyses particulièrement avancées, sémantiques sur. C'est juste que c'est des trucs qu'il reconnaît, il va les détecter. Et c'est ça qui fait que c'est aussi avec le web et les plateformes, notamment, là, surtout avec les plateformes, qu'on a compris qu'il y avait des vidéos satisfying, vous savez, et c'est des vidéos qui sont particulières, qui ont, et les jeunes savent très bien ce que ça veut dire, c'est satisfaisant. C'est satisfaisant de voir quelqu'un faire de la verrerie. Parce que le verre qu'ils font, il y a quelque chose d'assez addictif dans ce genre de vidéo, c'est fascinant. Et en fait, ce genre de vidéo correspond à d'autres satisfaisants, mais qui, dans notre esprit, n'a rien à voir. Mais ça marche quand même. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que les algorithmes de recommandation détectent. Et alors, il y a un truc qui s'est passé, c'est comment ça se fait d'après vous, donc TikTok, qui n'est plus si jeune aujourd'hui, hein, ça fait déjà quasiment 10 ans, mais qu'est-ce qui a fait que TikTok a percé, alors que quand TikTok est arrivé,
C'est pas comme quand Facebook est arrivé, il n'y avait personne, il n'y avait aucune plateforme. Quand Facebook est arrivé, il n'y avait pas de plateforme en tant que telle. Pas à cette taille-là. Et c'est vraiment la première plateforme, vraiment de taille inconséquente. Quand TikTok est arrivé, il y avait déjà Snapchat, il y avait déjà YouTube, il y avait déjà Twitter, il y avait déjà tous les autres. Comment, d'après vous, ils sont arrivés à percer? Pourquoi? Alors, il y a une des parties, c'est ça. Alors, il y a deux grandes explications. Il y a les vidéos très courtes immersives. Vidéo plein écran. Ça, c'était les premières. En fait, c'est les premiers aussi à avoir caché l'horloge. Comme ça, on ne voyait pas le temps qui passait. Cacher l'horloge en droite. Et moi, ce à quoi je m'intéresse, c'est plutôt à l'algorithme de recommandation. Vous avez commencé à comprendre, c'est ça qui est un petit peu mon obsession. Et en fait, alors ils ont trouvé, alors attention, il va y avoir plusieurs étapes des primes dans la conférence, mais ça va s'en aller. En fait, ils ont trouvé un truc qui s'appelle, aujourd'hui, on appelle ça le For You. En gros, For You, c'est pour toi en anglais, versus abonnement. Alors, pour les gens pas experts, ça peut sembler bizarre. C'est-à-dire qu'il y a un fil pour toi, et il y a un fil abonnement. Pourquoi? Ce qui est pour toi, ce ne serait pas les choses auxquelles on s'est abonné. Ce à quoi je me suis abonné, c'est forcément aussi pour moi. Pourquoi cette différence d'abonnement? Alors, je vais vous donner un indice. Il y a eu un jour un sondage qui a été fait par Politico, il y a 15 ans, sur quelle était la chaîne préférée des Français. Chaîne de télé. Tous les Français ont répondu Arte. Pardonnez-moi, 1%. Et bien voilà. TikTok a redécouvert ça. A redécouvert que ce à quoi on s'abonne, ça n'est pas ce qui nous fait craquer. Donc en fait, ils ont le fil following. Vous avez mis tous vos abonnements à la chaîne YouTube, la chaîne TikTok pour le coup de Arte, de physique quantique et d'histoire médiévale parce que c'est votre passion, et dans une vie rêvée, c'est ça que vous aimeriez regarder. Et puis dans la vraie vie, vous regardez pas du tout ça. Vous regardez comme moi. Alors moi, en l'occurrence, là, les passions, c'est plutôt celles que je vous ai dites. Et puis, au final, je me fais avoir sur des vidéos de skateboard et des gens qui déballent d'immeubles en skateboard. Voilà, et vraiment, c'est la grosse différence, et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut intégrer. C'est que, il y a notamment Kahneman qui a parlé du système de la pensée. Il y a beaucoup de gens qui parlent de ça. C'est que on a des manières différentes de réfléchir dans notre cerveau. On a des différents systèmes. Alors, c'est une vulgarisation, une simplification de dire ça, mais grosso modo, en vulgarisant, c'est comme ça que ça marche. On a, par exemple, moi, je sais que quand je vais me coucher, j'ai une partie rationnelle de moi qui se dit « demain, ça va être incroyable, je vais manger des graines, je vais travailler hyper concentré, je vais aller courir 10 km, et après, je vais retravailler hyper concentré, et après, je regarderai un long film de Kurosawa, parce que 3h30, regarder les 7 samouraïs, c'est génial, parce que ma mère m'a dit c'est génial. » Et après, il y a la personne qui se lève. Elle fait pas du tout ça. La personne qui se lève, elle regarde, et puis elle a mal dormi, elle boit du café parce que il faut se réveiller, même si c'est pas bon pour la santé, et elle verra des champs. Il y a vraiment cette dichotomie en chacun de nous, entre la personne qu'on voudrait être, et la personne qui a des émotions, qui a des faiblesses, et qui fait des trucs, et qui se fait complètement manger le cerveau par les plateformes. J'ai pas bien compris, parce que j'ai pas TikTok. Ouais. Et alors, pour comprendre cette histoire de For You, vous voulez dire que c'est une plateforme For You, c'est ça? Non. En fait, merci. Une plateforme. TikTok, c'est l'application. Et quand vous arrivez sur l'application, vous avez le choix entre deux, ce qu'on appelle des fils d'actualité, des fils. À tout moment ou... Tout le temps. Dans l'appli, vous avez deux parties. Une partie, For You, qui est là où on arrive par défaut, et où le contenu qui est proposé, il est toujours proposé dans les deux cas. Mais dans un cas, il est proposé en faisant, c'est ça qu'on appelle aucun effort. Exactement. Qui est basé sur les trucs qui vous ont fait craquer et qui ont eu plus de chances de vous faire assez chargé de forme. Ils nous ont épié sur TikTok ou ils nous ont épié aussi ailleurs? Alors ça, c'est une grande question. Ils épient surtout sur TikTok, mais après, vous avez une technologie qui s'appelle les cookies. Et là, quand vous gardez les cookies sur votre PC ou votre ordinateur, il y a plein de moyens. Mais là, c'est pas forcément réglementaire parce qu'en gros, ils n'ont pas le droit. Mais en fait, il y a juste une bataille là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils regardent déjà ce que vous faites sur TikTok et ça leur suffit. Vous inquiétez pas, ils ont ça avec TikTok. Alors TikTok aujourd'hui, alors ça augmente vraiment très fort, mais c'est plus d'1 milliard. Enfin, beaucoup plus que. Je crois c'est 1 milliard en Chine, 1,5 milliard hors de Chine. Et du coup, d'ailleurs, ça vient un peu tempérer, ou pas tempérer, plutôt exagérer ce que j'ai déjà dit. C'est que moi, quand je vous ai parlé du milliardaire, c'était sur YouTube. Je parlais même pas de TikTok. Et il faut voir que pourquoi j'ai pris cet exemple, c'est qu'en fait,
on ne connaît pas les données des autres plateformes. Ça, c'est un autre sujet. On n'a pas les données des autres plateformes, de aucune plateforme, et que la seule donnée qu'on a sur le temps d'heure passé, officielle, c'est YouTube qui a donné elle-même le chiffre. Parce que quand ils ont passé le milliard d'heures, ils se sont dit, ah, c'est génial, on a passé un step et tout, et ils l'ont annoncé, et ça a un peu fait un bad buzz. Ça a un peu fait mauvaise presse. Parce que les gens se sont dit, ah, quand même. Ça a fait un peu trop. Et donc, du coup, maintenant, ils le disputent. Le dernier chiffre, c'est YouTube qui l'a dit en 2019, on a dépassé le milliard d'heures par jour. Et donc, pour revenir sur ça, effectivement... Ils sont les seuls à faire ça. Ah, TikTok? Oui. Ils étaient, et genre, justement, c'est là, votre question est très bonne. Ils étaient les seuls. Sauf qu'en fait, donc, le for you, c'est for you instinctif. Donc, c'est vraiment ça, c'est for you instinctif. C'est celui qui, justement, craque. Et en fait, c'est par défaut, c'est le for you. Le following, en fait, c'est pas le fil par défaut. Et du coup, très peu de gens vont sur ce fil-là. Alors, deux choses que j'ai à dire sur ça. La première, c'est déjà, du coup, 70% c'est la belle époque, parce que sur TikTok, les vidéos sont tellement courtes et on les achète tellement que c'est pas 70% qui sont recommandés par l'algorithme de recommandation. On est proche du 100%. Il y a en proportion, il y a très peu de vidéos que les gens, les jeunes ou les moins jeunes vont regarder sur TikTok, qui est juste un lien, et je vais regarder le lien, et c'est tout. En fait, on est tellement embarqué dans une folie consumériste de vidéos sur TikTok, que on a donné quasiment les pleins pouvoirs, pour le coup, à l'algorithme de recommandation de TikTok. Et pour répondre à votre question, c'est pas les seuls. Parce que les autres, ils ont été obligés de faire la même chose. Et c'est vraiment une leçon du secteur. Quand il y en a un qui découvre une idée plus sournoise que les autres pour arriver à capter votre attention, les autres ne peuvent rien faire d'autre que de faire la même chose. Non mais sinon, et là vraiment, je suis en train de dire, c'est pas un côté diabolique, c'est business. Ils ne peuvent pas se permettre de perdre le marché. Donc aujourd'hui, sur toutes les plateformes, vous commencez à avoir des shorts, donc là, le format vidéo immersive au plein écran, et vous commencez à avoir le même type de deux algorithmes. Un algorithme où vous avez vos abonnements, et un algorithme où vous allez avoir justement ce truc extrêmement Instagram donc l'a fait, et du coup moi je suis beaucoup sur YouTube. La page d'accueil de YouTube par défaut aujourd'hui, c'est une page d'accueil qui est constituée comme le For You. Et vous avez maintenant un onglet qui s'appelle l'onglet abonnement, sur lequel il faut que vous cliquiez pour aller voir que vos abonnements. La page par défaut aujourd'hui de YouTube, c'est une page qui correspond au For You de TikTok, dans le sens où qui correspond à un algorithme qui est basé que sur le côté impulsif de vous-même. Mais sur TikTok, on peut avoir des abonnements intéressants. Bien sûr. Alors, après, vous allez avoir des abonnements intéressants qui correspondent quand même à un format TikTok. Oui, c'est ça. Parce que c'est pas sur TikTok, vous allez avoir un documentaire de 1h30, hein, attention. On s'entend bien. Mais, même à l'échelle de TikTok, il y a quand même ce concept de, il y a des vidéos auxquelles je m'abonne, et que l'algorithme n'écoute surtout pas, parce qu'ils savent très bien que c'est comme Arte, vous avez dit que vous vouliez. Mais c'est pas ça qui va vous faire rester sur la plateforme. Mais il y a quand même. Oui, il y a quand même. Il n'écoute pas, mais il y a quand même. Non, mais, je dis ça, mais moi j'ai vraiment vu ce move-là, ce mouvement-là ces dernières années, c'est même sur une plateforme aussi sérieuse, entre guillemets, que LinkedIn. Donc LinkedIn, c'est le réseau social un peu professionnel où tout le monde se dit je suis en train de travailler alors qu'il ne travaille pas du tout. Voilà, c'est un peu pour donner bonne conscience au travail, hein. C'est genre oui, je suis en train de bosser, oui, en train de te battre avec José sur internet, bon c'est pas grave. Et bien même sur LinkedIn, il y a eu ce moment-là où à la base c'était un réseau professionnel où tu n'avais de nouvelles que de ton réseau professionnel. Et maintenant, ça devient une plateforme classique qui essaie de promouvoir l'engagement, etc. Et vous voyez apparaître des posts avec machin que vous connaissez à peine, à commenter ce mec que vous connaissez encore moins. Et par contre, il y a un débat qui s'engage et je sens que c'est bien. C'est pareil, mais encore une fois, leur modèle économique, c'est des gens sur la plateforme. Donc s'il y en a un qui trouve un truc qui est bien, ils le font. Enfin, avec chacun des spécificités, hein, c'est pas toutes les mêmes plateformes. Mais la logique prédatrice, c'est la même. Et encore une fois, c'est
c'est des vendeurs de dragibus cognitifs. Vraiment, il y a ce truc-là où on peut parler autant qu'on veut de libre arbitre. De libre arbitre. Les gens ils disent oui, mais tu choisis de swiper, etc. Oui. Oui, mais c'est pas pour ça qu'on ne régule pas certaines choses, parce qu'on sait très bien que individuellement, on peut avoir des faiblesses qui sont exploitées pour nous faire avoir un comportement qui est bon. Et moi, je sais que par exemple, j'essaie de jamais acheter de dragibus parce que quand j'ai des dragibus chez moi, je les mange tous. Et tout le monde le sait. Et du coup, je me trimballe pas en permanence avec des dragibus dans la poche en me disant je les mangerai que quand j'aurai faim. Non. Mais un smartphone, c'est une sorte de dealer de dragibus en permanence dans la poche et ça marche pas. Et du coup, donc là, je reviens à l'exemple. Donc ça, c'est voilà, je vous montre parce que c'est rigolo. Donc ça, c'est effectivement L'Essai de Samouraï que j'ai toujours pas vu. Ça reste le meilleur film que ma mère recommande. Et par contre, ça, je l'ai vu. Ça, c'est un monsieur qui débat d'un immeuble en skateboard et c'est absolument fascinant. Et donc, du coup, dans mon following, j'ai peut-être, tu vois, Arte et voir les films de Kurosawa. Et dans mon For You, j'ai ça. Je clique. C'est très impressionnant. Oui, je sais, c'est impressionnant. Et vous avez envie de cliquer. Et là, ce soir, quand vous allez rentrer, il n'y en a aucun qui va se dire « Ah, c'est de Samouraï ». Vous allez regarder, attends, mais c'est quoi qu'il a dit là, machin, Red Bull, le mec qui se lève? Bien sûr, même si vous n'êtes pas fan de skate, donc c'est dire. Et alors moi, je pense à ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais Jean-Loup, le libre arbitre, vraiment, il y a beaucoup de gens qui me rétorquent ça. Et je suis d'accord avec eux, mais il faut se rendre compte qu'un algo de recommandation sur une plateforme sur laquelle vous êtes depuis tout le temps ou sur laquelle vous venez d'arriver de toute manière, elle arrive très très vite à déduire ce qui sont vos failles. C'est imaginer que dans la poche, vous avez Joël Robuchon qui connaît exactement tous les plats que vous avez mangés depuis que vous êtes né, qui sait exactement dans quel état émotionnel vous étiez au moment où vous avez craqué pour tel ou tel plat, et qui en permanence, du coup, vous propose les plats qui ont le plus de chances de vous faire craquer et de vous faire manger. Oui. Voilà. Joël Robuchon, imaginez. Non mais, c'est ça. Ah, c'est un grand cuistot. C'est juste une image. Imaginez un grand cuistot qui est capable de savoir et avoir toute cette info et de vous faire ce plat au moment. Bien sûr que vous êtes obèse. Moi, je fais 200 kilos, je vous le dis tout de suite. Si j'ai ça dans la poche. Et bien aujourd'hui, en termes de proposition de contenu, c'est ce qu'on a tous dans la poche. On a tous dans la poche un objet où il y a des plateformes qui savent exactement ça. C'est-à-dire que moi, la plateforme YouTube, elle sait exactement ce que j'ai regardé, quand j'ai regardé. Elle peut arriver à en déduire. Non mais là, on va aller dans les détails parce que faut comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, une plateforme, elle sait par exemple que moi, des fois, je regarde mes vidéos sur mon ordi et des fois, je les regarde sur mon téléphone. Elle est capable de savoir exactement à quelle régularité je la regarde sur mon téléphone. Il s'avère que la plupart. Et où aussi? Alors, ou moins. Elle est capable dans le sens où elle sait, par exemple, elle connaît votre IP. Donc, elle sait que vous vous connectez de chez vous ou pas de chez vous. Donc, ça, elle sait. Pour la SNCF, pardon, si oui. on se connecte une fois sur l'appli sur le smartphone et une fois sur l'appli, sur le site, ouais. On n'a pas le même prix. Alors, ça c'est possible. Alors, il peut y avoir plusieurs explications. Il peut y avoir des explications comme vous êtes logué, pas logué. Donc tu vas pas avoir les mêmes prix parce que si tu es logué sur ton téléphone et tu n'es pas logué sur la plateforme web, il va pas prendre encore les mêmes abonnements. Ça fait une grosse différence. Alors, moi j'ai une carte Avantage Plus SNCF. Si je regarde les prix sur mon PC et que je suis pas logué, je vais pas avoir les mêmes prix que sur mon téléphone où je suis toujours logué. Donc ça peut être une part. Par contre, si vous vous demandez, la question c'est est-ce qu'il sait si vous vous connectez avec une IP différente? IP différente, c'est juste l'adresse par laquelle vous vous connectez. Ça, il le sait. Mais il sait même, est-ce que je me connecte avec mon ordi ou je me connecte avec un téléphone? Et pour arriver à ça, c'est qu'en fait, il y a la plupart des gens qui sont comme moi, s'ils regardent les vidéos sur leur smartphone, c'est parce qu'en fait, ils sont en train de faire un truc qu'ils peuvent faire, qui font qu'ils regardent les vidéos sur leur smartphone. Donc, ils savent que tu es aux toilettes. Voilà, non mais, et bien sûr. Mais ils savent ce genre de choses. Ok, bien sûr. Et ils n'ont pas besoin de mettre des étiquettes, c'est juste qu'en fait, encore une fois, c'est des motifs d'usage où ils vont voir, mais quand il est dans ce
cet usage-là, il consomme ce genre de vidéo. Bon, physique quantique, très peu aux toilettes, par exemple. Donc, non mais, ça peut intégrer ce genre de truc. Donc c'est ça que je veux dire quand je reviens à, ben c'est ça qu'il sait, et effectivement, il sait beaucoup de choses, et notamment, du coup, il peut arriver à savoir très très facilement ce qu'il a le plus de chances de générer du watch time, du temps d'usage. Voilà. Mais il sait pas les émotions que ça déclenche. Alors, c'est pas les émotions que ça déclenche, c'est en même temps. Si ça fait 10 vidéos que tu regardes, j'arrive. Si ça fait 10 vidéos que tu regardes qui sont des vidéos où en fait tous les gens sont hyper en colère et la vidéo elle est connue par les clients. Si, il connaît l'état émotionnel où t'es. Ça fait 10 vidéos que tu regardes qui rendent tout le monde en colère, a priori, t'es en colère. Ouais. Son seul but, c'est de nous faire consommer, en fait. Alors, même pas consommer directement, c'est-à-dire que son seul but, De c'est nous faire aller, de ouais, rester sur du sa temps. plateforme. Sur le long terme, oui. C'est ça, d'accord. Exactement. Alors, passer un rapport d'argent par deux angles différents, enfin, un peu différents, c'est la même chose, c'est parce qu'en fait, oui, il y a de la pub ciblée, et il y a la pub ciblée, ça c'est fort aussi. C'est-à-dire qu'en fait, sur TF1, tu vas avoir la même pub que tout le monde. C'est-à-dire que toi, t'as pas envie de réparer ta maison, mais tu vois quand même la vidéo de Leroy Merlin. Sur YouTube, tu vas avoir la vidéo de Leroy Merlin parce que ça fait 2 vidéos que tu regardes où tu dis comment on pose le plancher. Cette pub, elle a plus de valeur. Tu as beaucoup plus de chances d'acheter un plancher. Ouais. Oui, en fait, c'est quand même qualifié. C'est nous qui sommes les premiers responsables de ces critiques. Merci pour cette transition. Bah, je rien, Non, mais merci pour la transition, je suis sincère. Alors, c'est un outil, on est responsable. Très bien. Ça, c'est les temps d'usage. Donc, alors, vous inquiétez pas, c'est aux États-Unis, mais on arrive bien derrière, comme d'habitude. Mais, en gros, je trouve assez parlant, c'est qu'en 2011, en fait, on passait 214 minutes par jour à consommer du média digital. Donc, c'est audio, image, vidéo. Tout confondu. Donc, en fait, le texte, le rapport que vous avez écrit, là, il compte pas dedans. C'est le média digital. Image, vidéo et audio. 214, ça fait 3h34. Et alors maintenant, en 2021, c'est le dernier chiffre un peu consolidé, c'est 474 minutes, ce qui fait 7h30 en gros. Et ouais, par jour, du coup, et ça sera. Alors bon, je vais relativiser en disant qu'il y a du temps qui compte double. Donc moi, je sais que ma copine, des fois, elle regarde des séries et elle joue au téléphone portable en même temps. C'est du temps qui compte double. Elle a du temps de vite doublé. C'est quand vous êtes sur un jeu, ça compte. Oui, en fait, c'est du temps d'écran. C'est juste pour dire qu'en fait, effectivement, si tu es sur 2 écrans en même temps, ben, chaque minute compte 2 minutes. Non, c'est juste pour rigoler parce que ça, en gros, ça veut quand même dire qu'on passe globalement du temps. Et donc, pour répondre à votre question, oui, c'est une question de responsabilité individuelle. Comme à peu près tout ce qu'on fait dans la vie. Et c'est... Alors, condition de le savoir, mais si vous voulez, c'est comme l'alcoolisme, le tabac, la conduite. C'est la responsabilité individuelle. C'est pas pour ça qu'on n'a pas de règles collectives. Okay. Donc moi, je dis juste, ça serait peut-être la responsabilité collective aussi de pas prendre un avion qui s'écrase. C'est ma responsabilité individuelle de pas monter dans un avion qui va s'écraser. C'est pas pour ça qu'on n'a pas des règles draconiennes qui a fait que Airbus aujourd'hui a rappelé 6000 avions. Ok? Donc c'est la responsabilité individuelle aussi. Mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas des règles collectives. Et moi, mon combat, c'est de dire, oui, il y a la responsabilité individuelle. On a fait un atelier tout à l'heure pour dire comment on fait pour individuellement. Mais moi, je pense que le problème de société, c'est un problème de société et c'est pas individuel. Ça là, c'est pas tous les gens du monde qui se sont dit, hein, en 2011, tous les gens ici étaient vivants, hein, contrairement à la classe de 3e hier où ils n'étaient pas tous vivants en 2011. Personne en 2011 s'est dit, je passe donc 3h30 sur un téléphone à consommer du média tous les jours. Si on me donne 4 heures de plus, je vais faire quoi? Les passer aussi sur un téléphone. On ne s'est pas dit ça. Personne ne s'est dit ça. On sait bien qu'il y a une tendance sociétale. Et là, je reprends un grand penseur que vous connaissez sûrement, il s'appelle Jacques Ellul, qui a pensé beaucoup la technique, etc. Et qui avait cette question qui, moi, quand on disait, on parle de libre arbitre sur les gens qui ont telle ou telle consommation, il dit, libre arbitre, il a bon dos, mais comment ça se fait qu'il y ait 3 millions de franciliens qui prennent la voiture exactement la même semaine pour aller au même endroit et qui reviennent le même jour? C'est que c'est pas qu'une question de libre arbitre et de responsabilité individuelle, il y a un fonctionnement collectif de société qui est la question. C'est ça que je veux dire. Ça, ouais. Mais ces chiffres-là, ils sont une moyenne d'âge.
Ah non, alors là, c'est pour les adultes au-dessus de 18 ans, je me souviens bien, il y a Oui, mais le problème, c'est que les jeunes joueurs, ils ont des portables à 11 ans. Oui, carrément. Non, mais là, mais ce que je veux dire, c'est on peut généraliser, en fait. C'est juste que c'est une tendance générale. On va vers de plus en plus, voilà. Après, effectivement, il y a sûrement des catégories de population qui l'utilisent un petit peu plus, mais quand on en est à une moyenne qui est à 8 heures, vous inquiétez pas, il y a personne qui est quand même tout à fait à l'abri. C'est-à-dire que c'est un phénomène de société de masse, c'est ça que je veux dire, et qui fait que si en moyenne il y a cette augmentation, c'est qu'il y a une tendance sociétale. C'est juste ça que je dis. Et qu'on ne s'est pas à tous réveiller en se disant on va passer en moyenne 4 heures de plus. Alors, pour avoir eu la discussion, il y a des gens qui passent 6 heures sur TikTok et qui vivent leur meilleure vie. Il y a des gens qui passent leur temps à être sur Netflix et qui vivent leur meilleure vie. Et j'ai rien à leur dire. Dans le sens où, franchement, très bien. Parce que je veux pas tomber dans le discours que toutes les générations ont toujours eu, qui considèrent toujours que les générations d'après ont des manières de passer leur temps qui est débile. Moi, mon père pensait que lire des BD c'était débile. Son père pensait que lire autre chose que Homer en latin c'était débile, etc., etc. Oui, mais enfin, c'est la même chose que TF1. TF1, à l'époque, vous avez parlé de TF1, Ouais. La pratique, c'est la même. Alors là, non, ce que je veux dire, c'est que, justement, je veux pas parler... Là, si on regarde TF1 aujourd'hui pendant 7 heures... Ouais, exactement, c'est ça que je veux dire. Donc je suis pas, justement, je suis en train d'essayer de voir pourquoi ça serait moins bien ou mieux qu'avant. Parce que ça va pas de soi. Donc je vous rejoins. Et donc, quelqu'un qui me dit je regarde 6 heures TikTok, en soi, je trouve pas ça moins bien. Mais quelque chose qui est pour le coup nouveau, c'est ça. Alors ça, c'est quelque chose qu'ils ont fait il y a 5 ans, où ils ont fait passer un questionnaire à des gens qui aussi avaient préalablement installé une application, qui regardaient les applications sur lesquelles ils passaient du temps. Donc à gauche, vous avez des applications sur lesquelles les gens ont passé du temps, et quand on leur a envoyé le questionnaire le dimanche pour dire, ok, en conclusion de votre semaine, quelles applications sur votre téléphone vous êtes content d'avoir utilisées? Ça, c'est des applications qui ont généré beaucoup de gens qui sont contents de l'application. Et à côté, vous avez le temps d'usage par jour de l'application. Donc bon, on va juste faire les 5 premières. Calm, Headspace, Insight Timer, appli de méditation. Google Calendar et The Weather. Donc Google Calendar, c'est un tout pour s'organiser, quoi, de Google. Et The Weather, c'est la chaîne météo. Les gens sont très contents de cette application. Et vous pouvez voir qu'ils y ont passé très peu de temps. Notamment les applis de méditation, c'est comme Arte. On aime bien dire qu'on aimerait bien les utiliser et on les utilise très peu. Okay. Et à droite, vous avez les applications qui, au contraire, ont généré beaucoup de gens qui ont dit non, mais en fait, je regrette le temps que j'ai passé. Et les gens, ils passent beaucoup de temps. Et là, pour moi, c'est ça la différence. C'est eux, autant mon père, mon grand-père ou moi, ne regrettaient pas le temps qu'ils avaient passé à lire Homer en latin ou à regarder les BD. Autant là, on arrive à un truc où il y a quand même beaucoup de gens, et des jeunes, qui sentent bien qu'ils sont à bord. Et ça, c'est une différence énorme. C'est-à-dire que moi, à partir du moment, où en fait, subjectivement, les gens se disent « je me suis fait voler mon temps », je pense qu'on entre dans quelque chose de différent. Parce qu'en fait, les gens sentent vraiment à quel point c'est sournois, insidieux, et qu'ils se font eux-mêmes avoir. Ils se font eux-mêmes manipuler, on exploite à ce point leurs faiblesses et leurs mécanismes cognitifs qu'ils se sentent eus. Et ça, c'est différent. Donc ça, c'est un impact, et je pense que c'est pour ça que je juge. Moi, je ne juge pas 6 heures comme étant meilleur ou moins bien. 6 heures sur TikTok, 6 heures à lire une BD, j'ai pas de jugement. 6 heures que tu regrettes, ou 6 heures que tu es très content d'avoir passé, bah, je juge. Exactement. Alors, attention, grand débat. Est-ce qu'on peut pas arriver? Donc, il va y avoir tout un débat parce qu'il y a des gens qui disent non, mais c'est pas les mêmes mécanismes que là. Par contre, là où je suis sûr, c'est que ces applications sont conçues pour générer des comportements obsessionnels et une consommation de contenu obsessionnel. Addiction, c'est un terme très médical et du coup, je l'emploie. Moi, j'essaie de pas l'employer. Non, mais j'essaie de pas l'employer.
Alors, bah, Mais c'est un débat. c'est un débat. Voilà, là, je rentre pas là-dedans parce que je sais que c'est quelque chose où, d'un seul coup, il y a plein d'addictologues qui vont dire « Ah, si. » Donc non, mais ça génère des comportements où les gens peuvent le regretter, ça oui. Mais est-ce que la politique, les choix politiques sont inspirés découlent des algorithmes ou pas? Je vais en parler après alors. Non, mais très bien, j'y arrive. Vous devancez. Non, alors après, par contre, on peut se positionner pas pour les individus, mais pour les effets sur lesquels on avance. Et encore une fois, on avance à pas de micro-pas. Ça, c'est par exemple, il y a de plus en plus d'études qui montrent la corrélation entre le temps passé sur les plateformes et le taux de dépression chez les adolescents en Royaume-Uni. Donc les filles sont plus touchées que les garçons, mais tout le monde prend. Alors là, de nouveau, on rentre dans le grand débat. Est-ce que c'est corrélation ou causalité? Donc est-ce que c'est parce qu'ils sont très dépressifs qu'ils passent du temps sur le réseau, ou ils passent du réseau, ils passent beaucoup de temps et du coup ils deviennent dépressifs? Donc c'est un grand débat. Moi, ma position sur ça, elle est très simple. C'est que tous les trucs que je suis, et j'en parle dans le livre, c'est que par exemple, il y a eu un cas un peu symbolique au Royaume-Uni. Il y a une petite qui s'est suicidée après avoir consommé beaucoup de contenu qui était extrêmement négatif sur, alors de mémoire, c'est Instagram, et c'est, comment ça s'appelait, une plateforme où tu vois des... Bon, c'est une autre plateforme qui est moins connue. Bon. Hein? Même Instagram, sur la question de harcèlement scolaire. Ouais. Mais du coup, mais sur tout ça, il y a toujours ce débat de est-ce que les plateformes sont, à quel point elles sont responsables? Et là où je veux en venir sur ça, c'est que sur cette affaire de la petite, il y a eu un procès. Facebook a été reconnu coupable. Parce que Instagram appartient à Facebook. Oui, c'est pour ça. Je suis passé d'Instagram à Facebook, pas pour rien. En fait, Facebook, Meta, c'est la maison mère maintenant, et qui a deux plateformes, qui a trois choses que vous connaissez, Facebook, Instagram et WhatsApp. Tout ça, c'est la même boîte, c'est Zuckerberg. Et en fait, jusqu'au bout, même après la conviction, etc., Facebook a jamais donné certaines données de à quelle vidéo la petite avait été exposée. Ils ont jamais révélé ça. Et ça, c'est un gros problème de toute la science des plateformes. C'est qu'en fait, si on voulait savoir là, si on voulait vraiment être sûr, est-ce qu'il y a causalité, pas causalité, comment ça marche, il faudrait qu'on ait les données. Alors, c'est compliqué déjà de base, mais il faudrait déjà qu'on ait les données. Or, les plateformes, pas bêtes, elles donnent jamais les données. Même dans le cas d'un procès. Ouais, c'est pour ça que même dans le cas d'un procès. Donc autant dire que dans le cas d'une recherche, c'est comme ça. C'est normal. Voilà. Enfin, c'est normal. C'est économiquement explicable. Voilà. Donc ça, c'est un premier truc qui, moi, m'alerte. Et le deuxième truc qui m'alerte, c'est un truc qu'on appelle la polarisation affective, polarisation émotionnelle en anglais. Alors je prends encore une fois, parce que c'est très facile de le calculer aux États-Unis, donc c'est un bon exemple. Et moi, je pense qu'il faut qu'on se fasse beaucoup plus peur à ce qui arrive aux États-Unis, parce qu'en fait, les États-Unis sont juste le laboratoire de ce qui va nous arriver, de ce qui est en train de nous arriver. La polarisation émotionnelle, c'est pas la polarisation idéologique. Moi, je prends toujours cet exemple. Je suis très polarisé idéologiquement avec ma famille, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout les mêmes opinions politiques, mais on n'est pas du tout polarisé émotionnellement. Dans le sens où moi, j'adore ma famille. Non, mais moi, on s'aime beaucoup. Mais bon, on pense pas du tout pareil. Et on s'engueule, on n'est pas content, mais on s'aime. Et la polarisation émotionnelle, c'est pas à quel point tu penses pas pareil, c'est à quel point tu es la personne qui pense pas pareil. Et il y a plein d'exemples dans l'histoire où d'ailleurs c'est des courants politiques assez proches qui en sont arrivés à s'entretuer et qui s'aimaient pas du tout. Pourtant, ils étaient proches, idéologiquement. Ça arrive. Et donc, aux États-Unis, ce qui explose, c'est la polarisation émotionnelle. C'est à quel point je hais la personne qui pense pas comme moi. Et en fait, les études sont assez mitigées sur à quel point la polarisation idéologique augmente. Au final, la polarisation idéologique augmente pas tant. Par contre, à quel point les gens se haïssent, ça explose. Et donc là, vous avez deux courbes. Donc en bleu, vous avez les sentiments envers les gens de mon propre parti. Donc les démocrates envers les démocrates et les républicains envers les républicains. Et là, vous voyez que c'est assez stable. Et attendez, je le finis. Et après, il y a les sentiments envers le parti rival. Okay. Et là, vous voyez qu'il y a une chute.
constante. Et là, on en arrive à un point que j'aimerais faire, c'est je ne suis pas en train de dire que tous les trucs qui vont pas bien aujourd'hui, c'est dû aux algorithmes de recommandation. Je ne dis pas ça. Je dis que ce système et cet univers informationnel aggravent tout, ou beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que la situation politique en France et aux États-Unis, on enlève les algorithmes de recommandation et tout va bien. Je ne dis pas ça. C'est juste que là, il y a un levier, il y a quelque chose qu'on pourrait faire autrement, et alors ça c'est un graphique, mais il y a beaucoup de gens qui disent, mais ça a aggravé les tendances, notamment la polarisation émotionnelle, qui grimpait depuis longtemps, a explosé depuis les années 2010. Aux États-Unis, par exemple, on remarque avec le second mandat Trump, il y a une polarisation même d'État entre les démocrates et les conservateurs. C'est-à-dire que les démocrates sont ensemble, vivent dans les mêmes États, commencent à vivre dans les mêmes États, et les conservateurs à l'inverse. Ah ouais, alors là, sur ça, par exemple, non mais, alors, il faudrait que je regarde plus en avant ce que je crois, et ça me semble très naturel, en tout cas ça correspond à mon image du monde, mais je me méfie souvent de ce qui correspond à mon image du monde, justement. Mais moi, ce que je comprends des dernières études, notamment sur les phénomènes de polarisation, c'est qu'en fait, ce qui explique aujourd'hui la polarisation émotionnelle, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on est de plus en plus connecté aux gens sur le web, et de moins en moins dans la vraie vie. Et en fait, ce qui nous permettait de ne pas être trop polarisé dans le monde d'avant, c'est que moi, par exemple, je viens des Hautes-Pyrénées, je suis hyper écolo. Parce que, voilà. Mais je connais plein de gens, et les patients de mes parents, c'est des chasseurs, et du coup, je vois très bien que les chasseurs, ils connaissent bien plus la faune et la flore que moi. Et du coup, ça me permet de mettre un peu d'eau dans mon vin d'urbain citadin en vélo, et de me dire, est-ce que j'ai tant raison que ça? Est-ce que les chasseurs, c'est que des gens qui ont envie de tuer la planète? Vous voyez ce truc, donc, ce mécanisme-là, il est dans la vraie vie. Sauf que sur Internet, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que sur Internet, tu vas pouvoir avoir et être entouré que de gens qui pensent exactement comme toi. Et tu vas pas être connecté émotionnellement à des gens qui sont pas d'accord. Parce qu'en gros, si tu es écolo et que tu vas parler sur Twitter à un chasseur, je peux t'assurer qu'il va rien se passer. Ça va partir à l'invective direct. Et pourtant, ils ont exactement la même mission. Oui, non, mais la question, c'est pas ça. La question, c'est que quand tu te connectes à quelqu'un dans la vie réelle, tu as une sorte de chose pour laquelle on est programmé. Moi, par exemple, j'ai pas envie que vous soyez en colère contre moi aujourd'hui. Donc, je vais faire en sorte de vraiment vous regarder et faire en sorte que personne ne soit en colère. Okay? J'ai ce truc-là. Alors que sur Internet, tu as un truc où ça, c'est coupé. Donc, tu t'en fous. Tu as ta tribu. Et si tu as envie de mettre au pilori quelqu'un, tu le mets au pilori, comme tu le mettrais jamais dans la vie réelle. Et donc, ce que je veux dire, c'est que l'univers du web et l'univers des plateformes permet une polarisation émotionnelle qui serait beaucoup plus difficile dans la vie réelle. Et donc, ce que vous dites, ça va dans ce sens, c'est qu'en fait, on se polarise émotionnellement sur le web, et du coup, on devient incapable de gérer les gens qui sont nos voisins et qui pensent pas comme nous, et donc on déménage. Et donc, du coup, je pense que là, il y a un truc, c'est qu'effectivement, la polarisation émotionnelle, ce qui la permet, c'est le web, mais ce qui va la rendre vivable, c'est de déménager dans un endroit où tout le monde sera sur le même bulle idéologique Twitter que nous. Dernier exemple, et après je vous prends parce qu'après il faut que j'avance, sinon je ne vais jamais y arriver. C'est Facebook, par exemple, a été pris la main dans le sac par Amnesty International. Clairement, ils ont amplifié des messages de haine dans le cadre du génocide des Rohingyas au Myanmar. Et du coup, on sait que la plateforme Facebook a participé à amplifier des messages qui ont eu pour conséquence d'aggraver, enfin, ne pas provoquer, aggraver des exactions. Ah mais il est pas, alors il a été juste entendu. Super écolo. La technologie numérique serait abordée comment est-elle venue au jour? Comment est-ce qu'elle s'entretient? Comment ça se... Alors j'ai fait... Alors, etc. Oui, très bien.
Oui, vous avez raison. J'ai pas dit super écolo pour dire je suis une image de l'écologie, je disais juste plutôt pour le prendre au second degré, en mode je pense que, et puis il y a des gens qui me disent que. Alors après, si vous allez sur ce terrain-là, on peut y aller, mais juste pour vous donner un ordre d'idée, ça c'est intéressant d'avoir les chiffres, regardez une vidéo pendant 1 heure sur YouTube, et je prends en compte la production de l'ordinateur, le rejet de l'ordinateur, etc. C'est l'équivalent à faire 500 mètres en voiture thermique. Faire 500 mètres en voiture thermique, c'est la même chose que regarder 1 heure de streaming sur un ordinateur en tenant en compte l'achat et le retraitement et même les data centers qui font tourner les vidéos. Donc je dis juste, si on fait écolo, que à partir du moment où effectivement on prend beaucoup la voiture, ça me permet moi des fois de regarder des vidéos en me disant je suis un très mauvais écolo, mais c'est le cas d'à peu près. Alors, voilà. Alors là, je vous parlais juste de la polarisation sur le côté même pas politique. Je parlais juste de l'économie là. Là, ce moment-là, c'est juste des gens qui veulent faire de l'argent, qui sont pas régulés et du coup, qui ont ces impacts. Et vient s'ajouter aujourd'hui des ambitions et des stratégies politiques. Alors, Musk, on revient à ça, il n'a pas acheté Twitter parce qu'il disait oh, c'est génial Twitter, j'adore Twitter. Non. Il s'est dit c'est la meilleure manière. Alors il y a eu toute une manière d'habiller ça, mais au final, ça a beaucoup participé à faire élire Trump. Oui, ils ont tellement 2 melons énormes que ah, oui. sur la gueule. Ah oui, oui, carrément. Mais Trump est élu carrément. Il était élu comme ça. S'ils avaient pu se foutre sur la gueule avant qu'ils rachètent Twitter et qu'avant l'élection se fasse, ça nous aurait bien aidé. Bon, il s'avère qu'ils se sont foutus sur la gueule après. Et qu'au final, ils arrivent à se racoquiner maintenant. Donc moi, je suis pas super positif sur le fait que ils n'arrivent pas quand même à s'allier pour combattre ce qui leur paraît être le plus grand ennemi du monde. Et qui, en l'occurrence, s'avère être juste abandonner l'Europe. Sur ça, il y a un autre truc, c'est que de plus en plus, il y a des grands pouvoirs qui se rendent compte qu'on peut exploiter les plateformes pour que ça aille dans le sens que eux veulent. Okay. On l'a vu sûrement en Roumanie, on pourra en parler, mais en Roumanie, il y a eu de la manipulation d'élections parce qu'on est arrivé à promouvoir les bonnes vidéos sur TikTok. Mais je vais parler d'un autre exemple que moi je trouve intéressant. Il y a eu un débat aux États-Unis sur Black Lives Matter. Donc, il y a eu des Afro-Américains il y a eu beaucoup d'Afro-Américains qui sont fait tuer par la police. Il y a eu tout un mouvement pour dire il faut que la police fasse autrement. Et ensuite, il y a eu un retour de bâton de ce débat parce qu'il y a un Afro-Américain qui a tué 3 ou 4 policiers. Et du coup, il y a eu tout un mouvement conservateur en disant ah non, mais il faut protéger les policiers. Enfin, vous imaginez ce genre de débat, je ne vous le fais pas en détail, mais c'est le genre de débat qu'on connaît bien maintenant. Dans le sens où ils animent un petit peu toute la vie politique française et partout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a des sociologues, notamment une équipe de chercheuses, qui ont regardé comment étaient répartis les gens sur Twitter. Et en gros, plus les points sont éloignés, plus ça veut dire qu'ils partagent aucun compte en commun. C'est-à-dire que... Donc les chercheurs ont trouvé ce qui était facilement trouvable quand même, ou en tout cas anticipable. C'est que les gens qui sont très pro-Black Lives Matter ne connectent pas beaucoup avec les gens qui sont très anti. Bon. Jusque-là, honnêtement, c'est pas un scoop. Est-ce que vous allez parler de l'effet de pollution des algorithmes? Alors, si vous me laissez parler, je pense que j'arriverai à tout dire. Du coup, oui. Je dis oui. Non. Alors là, du coup, c'est 2 semaines après avoir publié la recherche, ils ont cette liste qui apparaît, qui est sortie par Twitter, qui est tous les comptes qui ont été trouvés comme à cette époque étant attribués à l'IRA. L'IRA, c'est Internet Research Agency, ce qui veut dire une petite entreprise logée à Saint-Pétersbourg, qui est ce que vous imaginez être quand je dis que c'était à Saint-Pétersbourg. C'est des informations à l'ancienne venant de Russie. Voilà. C'est pas pour dire qu'il n'y a que les Russes qui font ça, c'est juste pour dire là c'est le cas. Et les chercheurs et les chercheuses, quand ils ont vu ça arriver, ils ont dit c'est bizarre. On connaît absolument tous les comptes. Tous ces comptes qui ont été publiés comme étant des bots, des comptes manipulés, c'est les comptes qu'on a vu apparaître dans notre recherche qui vient de sortir 2 semaines avant. Ils ont dit, oh, on va regarder. Et du coup, ils ont fait un autre schéma où ils ont dit, ok,
qu'ont fait les comptes incriminés. Et en fait, en orange, c'est une miniature, un snapshot instantané de où c'est qu'intervenaient ces comptes. Et en fait, je vous rappelle, plus les comptes sont éloignés du centre, plus c'est des comptes qui sont pas connectés aux autres. Donc en fait, je sais pas, qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion? Qu'ont fait les comptes en orange d'après vous? Parce qu'en premier, on peut se dire, ils étaient que dans un camp. Ah, je baptise, et mais bien sûr. Et alors, ce qui est le plus effrayant dans cette recherche, que moi je trouve génial, c'est que les chercheuses, alors je crois que le groupe c'était en majorité des femmes, elles sont hyper honnêtes, elles disent, ce qui est terrible dans cette recherche, c'est que nous, comme on était plutôt des gens de gauche, libéraux, en fait, elles disent, on a vérifié 2 fois plus pour les comptes qui étaient à gauche, si Twitter s'était pas trompé, parce que ça correspondait exactement à notre manière de voir les choses. Et du coup, elles disent, du coup, l'attaque est hyper réussie, parce que ça passe pour des prises de position authentiques. Et donc, c'est dangereux. Si vous avez un univers informationnel où tout le monde arrive à très bien analyser qui c'est, au final, ça ne trompe personne. Et là, ils disent, on était tellement nous-mêmes trompés qu'on a demandé à Twitter s'ils avaient la bonne méthodologie pour trouver les comptes, parce qu'on disait quand même les comptes gauche, c'est bizarre. Et donc vous avez sous vos yeux ébahis ce qui s'appelle un bombardement cognitif. Alors, maintenant que faire? Donc là, il y a une grande... c'est une grande question. Et alors, une des réponses, c'est de dire, on va faire plus d'éducation et d'esprit critique. Il faut qu'on arrive à faire la distinction, nous. Et alors, je suis pour plus d'éducation, plus d'esprit critique, très bien. Mais je pense qu'il faut quand même admettre qu'on évolue en univers contraint, pas tout faire. Et que dans cet univers contraint, moi j'aimerais bien qu'on voit quand même une métaphore que j'aime beaucoup. C'est le fait de dire, en fait, il faut imaginer quand même que ce qui nous permet de faire démocratie et d'exister les uns avec les autres, c'est l'écosystème informationnel du citoyen. C'est-à-dire qu'en fait, pour que la démocratie fonctionne, il faut qu'on partage un écosystème informationnel commun qui nous permet de vivre ensemble. Il faut qu'on ait... déjà, il faut qu'on arrive à se parler français, c'est juste très bête, mais ça c'est quelque chose qu'on partage, sinon on n'arrive pas à faire démocratie. Il faut qu'on partage certains faits sur lesquels on va se mettre d'accord. Si on ne se partage même pas les faits, il y a très peu de chances qu'on se mette d'accord sur comment on va les régler, si on ne sait même pas d'où on part, on n'est même pas d'accord sur ça. Mais il y a des choses qu'il faut qu'on partage. Donc en fait, la démocratie, elle a besoin d'une information de qualité. Ça, c'est la palissade, tout le monde l'a déjà dit, c'est pour ça que le pluralisme, c'est pour ça que le journalisme, c'est pour ça que tout ça. Et alors, aujourd'hui, en fait, on boit tous de l'eau, et en fait, moi je me suis posé la question, d'où vient l'information qu'on a embarquée en nous et qui nous permet de vivre ensemble? Alors déjà, il y a l'entourage quand même. À la base, moi, l'information que j'ai, elle vient de ce fameux entourage avec lequel je suis jamais d'accord d'ailleurs. Donc, mais ça vient de là à la base, il y a beaucoup d'informations au final, de valeurs, parce que je partage quand même beaucoup ça avec eux. Donc, ça vient de ça. Après, il y a quand même ce truc, l'éducation nationale. Il y a un moment, et ça va être de fou, mais on est tous d'accord qu'il y a un programme d'éducation nationale commun. Alors on va se battre pour savoir ce qu'il y a dans le programme. Mais personne ne va se battre pour qu'il n'y ait pas un programme en commun. On est tous d'accord qu'il faut un programme en commun. Ça semble une lapalissade. Et ensuite, il y a les médias. Donc les médias classiques. Donc juste pour donner un ordre d'idée, je vais dire qu'il y a des réseaux sociaux, c'est comme ça, mais pour donner un ordre d'idée quand même, les médias c'est 4 milliards d'euros de budget dans la régulation et les médias publics, et l'éducation nationale c'est 160 milliards. Okay. Et aujourd'hui, il y a massivement qui vient alimenter l'écosystème informationnel citoyen, les réseaux sociaux. Okay. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on avait une partie très grande de ces outils où, en fait, on est d'accord que les médias classiques, c'est là pour donner un écosystème et une information commune. L'école aussi. Les médias classiques, il y a quand même des autorités de régulation. Et les réseaux sociaux, il y a quoi? Il y a quoi pour faire en sorte qu'ils ne sont pas en train de polluer totalement l'écosystème informationnel du citoyen? Rien. Il
Il n'y a rien. Il y a un bout des 46 millions d'euros qui sont dédiés à l'ARCOM. L'ARCOM a, dans sa prérogative, aussi l'espace numérique, qu'elle fait très peu parce que déjà elle a bien à faire avec le reste. On fait quasiment rien. L'ARCOM, c'est l'autorité de régulation c'est eux qui vont dire, est-ce que par exemple, il y a cette règle en France que les partis politiques devraient être représentés de manière égale pendant les campagnes électorales. L'ARCOM, c'est l'autorité qui va vérifier ça. Qui va vérifier que c'est bien appliqué par les chaînes de télé publiques, etc., etc. Ou les chaînes à qui on a donné des fréquences pour publier à tout le monde. Donc là, il y a tout un tas de trucs sur est-ce que telle ou telle chaîne répond à ça, etc. Okay. Mais leur budget, c'est 46 millions d'euros. Ils ont fort à faire, rien qu'avec les médias classiques, donc la partie du numérique, ils en ont pas. Dans les médias classiques. Oui. Ah oui, je le regarde, c'est là. Parce qu'il y a différents types de médias classiques. Oui, alors. Les médias publics, Exactement. Et les médias privés. Exactement, c'est pour ça que j'ai bien dit, le budget des médias publics, c'est 4 milliards d'euros. Et après, il y a quand même des règles qui concernent tous les médias privés. C'est ce que je voulais dire. Donc, médias classiques, effectivement, j'ai fait, regarde, il y a les deux, mais tout ça pour dire qu'on met de l'énergie, que ce soit sur les médias classiques ou les médias privés, pour essayer d'avoir une forme de contrôle. Et ce que je dénonce, c'est que aujourd'hui, vous avez les réseaux sociaux qui polluent massivement l'écosystème français. Littéralement, c'est ça qui se passe. Et que là, on est en train de dire aux citoyens, en fait, on leur dit, la grande solution pour réparer cette marée noire qui est en permanence, c'est de dire aux gens, apprenez à boire de l'eau polluée. Achetez tous des petites gourdes filtrantes et adaptez-vous à ça. Moi, je dis juste, c'est pas con. Moi, je le fais. J'ai ma petite gourde filtrante avec mes mécanismes dans lesquels je crois à peu près. C'est juste que collectivement, c'est pas comme ça qu'on lutte contre une marée noire. Voilà, c'est juste ça que je dis. Oui. Peut-être rajouter le haut, se poser la question pourquoi les réseaux sociaux émergent plus vite que les médias traditionnels. Pourquoi les gens sont intéressés par les réseaux sociaux plus que les médias traditionnels? Mais c'est ce que vient d'expliquer. J'ai pas bien expliqué tout le début de la conférence. Non, alors, du coup je le réponds, mais à mon avis, ma take sur ça, et j'en ai parlé à un moment quand je disais qu'est-ce qui fait la différence de TF1 et les réseaux sociaux. Moi, mon avis sur ça, c'est que les plateformes ont un pouvoir que les chaînes généralistes n'ont pas. C'est l'individualisation des flux. Ils sont capables d'arriver à cibler ton côté émotionnel d'une manière tellement individualisée que c'est forcément plus puissant qu'une chaîne qui est généraliste par définition. C'est... Les médias traditionnels commencent à paniquer un peu. Alors, les médias traditionnels, surtout, et là on revient sur le truc que je vous disais, dans un écosystème informationnel où il y a des gens qui ont des stratégies comme ça, tout le monde est obligé de faire pareil. Et donc vous avez aujourd'hui un principe qui est une sorte, ils ont un terme en anglais pour dire ça, la enshittification, que je traduirais littéralement par emmerdification de l'écosystème informationnel, où en fait les chaînes et les médias en général pour survivre ont besoin d'adopter les mêmes stratégies. Et du coup tu te retrouves avec, vous avez vu mon choix très fin de couleurs, mais effectivement, on se retrouve avec un écosystème informationnel globalement pollué, et c'est pour ça que, regardez là, tout le monde commence à être dedans. C'est-à-dire que nos débats deviennent aussi de plus en plus privés et boueux, aussi dans nos entourages et dans nos familles. Enfin, je trouve que les débats n'ont pas à gagner en sagesse, même s'ils ont toujours été houleux. J'ai pas l'impression qu'on est monté en grade ces derniers temps, et je trouve que c'est quelque chose qui est systémique et qui touche aujourd'hui toute la société. Et voilà. Et je dis juste que comment faire pour faire autrement. Et je regarde là. La question de l'âge, c'est déterminant. Alors Quand on voit la pratique, même dans l'humain, d'un jeune qui est constamment sur son téléphone. Ouais. Et alors, d'une personne d'un certain âge. Non, mais après, c'est un réflexion, mais pour le coup, il y a vraiment une étude qui, par exemple, montre que les personnes plus âgées sont beaucoup plus sensibles aux fake news que les jeunes. Ça veut pas dire que les jeunes ne sont pas sur le téléphone. Hein. Je suis pas en train de dire ça, je pense que massivement.
C'est juste qu'effectivement, moi je pense que c'est alors je suis en train de m'engrainer avec quelqu'un, parce que forcément sur les réseaux on s'engraine, moi aussi je m'engraine. C'est pratique. Parce que justement, moi je suis assez pour dire que les jeunes sont un peu plus vulnérables et qu'il faut avoir des régulations spécifiques. De la même manière que sur l'alcool, l'alcool il fait du bien à personne, mais tu protèges les mineurs. Donc, complètement ok pour dire ça. Par contre, on est dans un phénomène où, moi je pense que, attention, les jeunes pensent que les vieux ne savent pas se servir des téléphones, et les vieux pensent que les jeunes ne savent pas se servir du téléphone, et les gens de mon âge pensent que personne n'a compris le truc et que nous on a compris. Bon, je pense qu'on a plus tort. Non, je pense que vraiment, c'est un truc qui concerne tout le monde, et chacun avec ses propres faiblesses. Donc, les jeunes vont avoir des faiblesses que n'auront pas les personnes âgées, et les personnes plus âgées vont avoir des faiblesses que n'auront pas les jeunes. Donc je pense que vraiment, il faut accepter que c'est un problème qui, comme ce grand gif, est très grand. Parce que, en fait, je mets ce gif parce que quand tu essaies de réfléchir à qu'est-ce que devrait être un algorithme de recommandation éthique, c'est exactement ça qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis rendu compte que les algos de recommandation aujourd'hui des plateformes, tout le monde est content quelque part. Tout le monde est content. Ça va bien à beaucoup de gens qui ont beaucoup de pouvoir que ça fonctionne comme ça fonctionne pour 3 raisons. C'est que techniquement, c'est très facile. Techniquement, vous arrivez à optimiser un algorithme ou un mécanisme avec une valeur que vous connaissez. C'est-à-dire en fait, le temps passé sur la plateforme par les gens, c'est une valeur qui est très facile à mesurer et qui du coup, tout ce qui est facile à mesurer est facile à optimiser. Deuxièmement, économiquement, c'est hyper rentable. Parce que temps égale argent. Donc c'est génial. Et politiquement, c'est hyper pratique. Parce que personne a assumé le choix politique de dire qu'est-ce qu'on va recommander aux gens. Parce que les plateformes disent, mais nous, on ne choisit rien. On donne aux gens ce que leur instinct voulait. D'abord, la personne, elle veut profondément un truc qui appelle à la haine, et bien on lui a donné ça, c'est pas notre faute, elle voulait ça, et lui, il voulait des voitures, il a eu des voitures. Personne n'a assumé le choix politique. Or, quand tu veux commencer à réguler ces écosystèmes informationnels, tu dois te poser la question, qu'est-ce qu'on va recommander? Alors moi, je vais vous dire le climat. La personne qui m'a interpellé va dire, bah lui, moi je vais surtout vouloir des contenus qui montrent que les gens qui parlent du climat, en fait, ils font n'importe quoi avec leur ordinateur, etc., etc. C'est normal. Chacun a sa vision du monde. Et donc, la question qui est abyssale, c'est, si on régule les algorithmes de recommandation, comment on les régule? Dans quel sens? Alors, il y a des... moi, j'ai entendu le président Macron, avec qui, pourtant, je suis en désaccord sur tout. Dernièrement, il a parlé des réseaux sociaux, et bien, je me suis étonné à être d'accord sur tout. Aussi, à ce qu'il disait. C'est pas du tout ce qu'il fait, mais ce qu'il dit n'est pas si désaligné avec... Du coup, alors je sais pas, parce qu'entre ce qu'il fait et ce qu'il dit, il y a peut-être un delta qui est beaucoup trop énorme, je ne sais pas. Mais il y avait ce truc-là. Mais comment par exemple, comment est-ce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, Jordan Bardella viendrait, ou même pourrait devenir président? C'est-à-dire qu'il serait gagnant au deuxième tour, actuellement. Je vais rester... non, mais je vais faire de la politique, mais de la politique au sens très large. Je pense que... Parce que c'est une question vraiment difficile de se dire comment on va faire des algorithmes qui iraient dans le bon sens, parce que un des réflexes, du coup, je reviens sur Macron, le truc où je ne vais pas être d'accord, c'est que je sens bien dans son discours qu'il y a une petite volonté de revenir à un système où, en fait, le pouvoir politique aurait plus de contrôle. Bien sûr. De refaire le RTF. Vous regardez La Dépêche, parce que je suis de Toulouse, donc j'écoute le président quand il est à Toulouse. Il a fait un débat où il parlait de réseaux sociaux. Alors moi, il disait que des choses avec lesquelles j'étais assez d'accord sur les réseaux sociaux. Notamment, par exemple, qu'est-ce qu'il disait? Notamment, par exemple, le fait qu'il faut remettre de la hiérarchie dans la manière dont l'information est distribuée. Ça, moi, je suis assez d'accord. En fait, il faut redonner une valeur à ce que disent les experts sur un sujet, et pas à se dire que Patrick qui parle de tel sujet, ça a telle même valeur que
Michel, qui pour le coup travaille au SNRS. Non, il disait des choses assez évidentes, mais en gros, ce que j'ai dit là, il le disait un peu à sa manière. Mais comment l'appliquer? Ah oui, alors justement, c'est là où pour l'appliquer, là, je pense qu'il y allait avoir des différences, notamment sur ce truc de... Il avait cette petite tendance à vouloir revenir à une autorité politique, un peu en mode ORTF, en mode il faut que... Et ça, moi je pense que c'est compliqué. Mais je vais y voir. Enfin, je vais y venir, justement, c'est le sujet. Parce que j'ai encore, si je ne me trompe pas, 13 minutes. Après, j'aimerais bien si on avait des questions. Mais en gros, il y a deux grands principes qui, moi, je pense, seraient pas facilement, mais en tout cas, c'est déjà fait dans d'autres industries, donc pourquoi pas. Un truc qu'on appelle la présomption de non-conformité. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte à quel point le numérique bénéficie, grâce notamment à un lobbying très intelligent, d'un principe de conformité. C'est-à-dire que, on parlait de Airbus tout à l'heure, qui a raté 6000 avions, pas plus tard qu'aujourd'hui. Dire, quand Airbus arrive avec un nouvel avion, on ne lui ouvre pas la porte de tous les aéroports en disant « Ah, allez-y, on verra bien si ça s'écrase ou pas. » Okay. On demande à Airbus au préalable de nous donner des preuves que ça ne va pas s'écraser en permanence. Pareil pour tous les labos pharmaceutiques. Alors on ne dit pas « Tapis rouge, nouveau médicament ». Or, qu'est-ce qui s'est passé avec ChatGPT il y a 3 ans? ChatGPT il y a 3 ans, donc ChatGPT, c'est un programme qui permet, honnêtement, d'avoir une maîtrise du langage et un échange. Personne aujourd'hui est capable de savoir si c'est vraiment un humain derrière ou pas. Non, c'est pas un humain, attention, spoiler. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes en interaction avec ça, c'est très très dur parce que on est arrivé à des technologies qui arrivent à être très très proches de ce que dirait un humain derrière une console, derrière un univers numérique. Eh bien, on a fait la plus grande expérience sociologique sauvage de l'humanité, c'est qu'on a dit, personne n'a fait zéro vérification, ils ont mis ça en production, et aujourd'hui, il y a plus des centaines de millions de personnes qui interagissent tous les jours avec des choses comme ChatGPT. Zéro régulation. On a demandé zéro preuve, zéro papier à OpenAI pour leur dire, est-ce que vous avez fait un test, 2 tests, j'en sais rien, pour dire, est-ce que ça n'allait pas avoir des effets psychologiques, mais rien. Et tout le monde dit, bah, et ça étonne personne. Ça c'est un gros principe, c'est, est-ce qu'il n'y aurait pas des choses à demander aux plateformes avant qu'elles mettent un nouveau système de recommandation qui va toucher des milliards, on parle de milliards de personnes. Alors, on parlait de TikTok tout à l'heure, c'est 2,5 milliards de personnes. Ils font une mise à jour de leur algo de recommandation, personne ne leur demande rien. C'est monumental. C'est un trou dans la raquette politique au sens large, qui est juste fou. Après, on donne des diplômes à ChatGPT. Alors oui, alors, on dit ChatGPT en plus peut avoir des diplômes de médecine, etc. Voilà, ouais. La présomption de non-recommandabilité. Alors ça, c'est un truc un peu plus fin, mais qui est, vous allez voir que c'est assez facile. On avait l'exemple tout à l'heure de... c'était une autre fois, donc je vais le refaire. En fait, souvent, on dit c'est la liberté d'expression. C'est ma liberté d'expression, et souvent, Elon Musk, etc., se font les défenseurs de la liberté d'expression. Et en fait, ce que je critique, c'est pas la liberté d'expression. Si Michel ou Patrick ont envie de dire quelque chose sur leur fil Twitter, qu'ils le disent. Moi, je dis ce que je veux. Tant que ça n'enfreint pas la loi, pourquoi pas? Et si vous voulez aller voir, vous allez voir sur mon blog et vous verrez. Moi, ce que je critique, c'est le fait d'autoriser les big tech à amplifier n'importe quel message, quelles qu'en soient les conséquences, à tout le monde. Donc si je prends la métaphore du bar qu'on connaît tous, quand il y a quelqu'un qui est complètement sous qui dit n'importe quoi dans un bar, c'est pas grave. Il dit n'importe quoi, on va pas accuser le tenancier du bar de dire ah machin il dit n'importe quoi, ben oui, il dit n'importe quoi, c'est Michel, je le connais, il va partir bien. Par contre, le jour où le tenancier du bar donne un mégaphone à Michel, pour que Michel puisse le dire à vraiment tout le monde, en plus en duplex sur tous les bars qu'il possède dans la ville, là tu vas commencer à dire peut-être qu'il faudrait revoir à qui tu donnes le mégaphone. Tu es un peu responsable quand même. Et là, c'est la même chose. Le principe de non-recommandabilité, c'est de dire tout le monde a le droit de dire les choses qui sont alignées avec la loi. Par contre, à partir du moment où la plateforme décide de l'afficher à un certain nombre de personnes, ce chiffre peut être très grand, ça peut être 500 000 personnes. À partir de là, la plateforme a une responsabilité. Donc, vous faites ce que vous voulez en dessous de 500 000. Par contre, au-dessus de 500 000, on enclenche
un fonctionnement différent, où vous allez être obligé, au moins, qu'un humain l'ait écouté, par exemple. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des contenus qui partent à des millions de personnes, aucun humain ne les a jamais vérifiés. Donc le principe de non-recommandabilité, c'est juste de dire, par défaut, c'est pas recommandable au-delà d'un certain niveau, et si on veut dépasser ce seuil, on met en place des choses. En anglais, ils disent ça, la liberté de speech, donc d'expression, c'est pas la liberté de diffusion, et c'est quelque chose que Elon Musk, Zuckerberg disent tout le temps, et là vous avez Zuckerberg qui dit plus de speech, donc plus d'expression, et moins de mistakes, donc moins d'erreurs, et ça, il l'a appris pour dire quoi? Qu'il allait virer toutes les équipes de modération. Donc là, il dit, je défends l'expression, mais en fait, ça lui permet économiquement de virer toutes les équipes de modération, donc ça c'est très bien, enfin, pour lui économiquement. Et ce que je veux dire, c'est que tout le discours qui correspond à penser que les directeurs de Big Tech, type Musk, type Zuckerberg, sont là pour défendre dans les libertés d'expression, c'est du vent. Et moi, je prends la question après, ce que je défends, c'est plutôt de dire, attention, la liberté d'expression des individus n'implique pas de laisser une carte blanche d'amplification au Big Tech. Complètement différente. Okay. La liberté d'expression individuelle, ça n'est pas la liberté des Big Tech d'amplifier n'importe quel discours, parce qu'en fait, elles s'en foutent d'amplifier tel ou tel individu. Elles amplifient des choses qui vont besoin. Et c'est ça qu'il faut contrôler. C'est pas l'expression des individus. Okay. C'est vraiment ce concept-là. Ouais. Je dis la différence dans votre côté, c'est que vous restez dans le cadre de la loi, alors que les libertariens, Musk, ils veulent se libérer de la loi en quelque sorte. C'est là la différence. On n'est pas dans le même schéma intellectuel. Oui, carrément. Là où je suis quand même où j'essaie de répondre à leur schéma à eux, c'est qu'en fait, justement sur la désinformation, moi j'ai un peu peur des approches qui consistent, et c'est là où moi je pense que mon discours essaie vraiment de s'opposer à leur vision du monde. Il y a un discours qui dit, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que tout ce qui est faux, factuellement faux, ou tout ce qui est contre la loi, soit enlevé d'Internet. Moi, je pense que si tu fais ça, tu as adressé une toute petite partie du problème. Parce que, et je reviens sur ce qu'on voyait tout à l'heure avec, vous savez, les nuages de points sur le Black Lives Matter. En fait, moi, j'ai très peur de l'utilisation d'informations qui sont vraies, mais qui sont amplifiées de telle sorte que ça déstabilise la société. T'as pas besoin qu'une info soit fausse pour qu'elle déstabilise. T'as juste besoin qu'elle soit manipulée, augmentée, et donc du coup, moi je m'oppose à ça. Je dis juste que moi je peux vous inventer un algorithme de recommandation qui crée une guerre civile avec que des vraies news. Il suffit d'invisibiliser tous les trucs qui nous permettent de vivre ensemble et d'amplifier tous les trucs vrais qui se sont passés et qui nous opposent. Donc là, c'est que des vraies news. Mais je t'ai créé un univers informationnel où on va quand même finir par se taper dessus. Et donc moi, mon combat, que je vous ai expliqué là, c'est de faire en sorte de se demander si on devait faire d'autres algorithmes de recommandation qui disent toujours pas de fake news, mais qui nous permettent de vivre ensemble, comment on ferait. Et du coup, juste, je me permets de continuer, et parce que j'ai 4 minutes pour terminer, je termine et après on prend peut-être des questions pour tout le monde. Alors, des alternatives aux plateformes actuelles. Voilà. Alors, vous irez voir, moi je suis impliqué dans une association qui s'appelle Tournesol, tournesol.a, et en fait qui se demande si on devait démocratiquement contrôler un algorithme de recommandation, au lieu que ce soit Zuckerberg ou Elon Musk qui décide de la recette qu'on va appliquer pour trouver les vidéos qui vont être affichées à tout le monde, si on le faisait collectivement, à quoi ça ressemblerait? Ok? Et alors, est-ce que je l'ai dit? Oui, je l'ai pas dit, du coup je vais le dire. Et alors j'ai été très embêté parce que je me suis à fond impliqué dans la plateforme, etc., etc. Je vous expliquerai après ce que ça fait, mais je vais vous expliquer avec un peu un exemple. Et puis j'ai été embêté un jour parce que, en gros, ce qu'on propose, c'est une sorte de vote pour les vidéos qui vont être recommandées à tout le monde. Ça existe. Donc, vous allez sur tournesol.app, c'est en ligne. Sur le téléphone, sur tout. C'est bon.
Et en fait, il y a Shao Zichu, le CEO de TikTok, qui est très sympa, il parle très très bien, on sait pourquoi il est payé des millions, et qui a eu cette phrase assez phénoménale, où il disait, non mais en fait sur TikTok, vous votez avec les pouces. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu swipes, que tu likes, que tu commentes, tu t'exprimes, tu votes. Et moi j'étais hyper emmerdé parce que je suis là, je fais ouais, nous on fait une plateforme, on vote pour. Et lui il dit non, nous on le fait déjà. Et cette remarque m'a pas mal embêté parce que j'étais pas sûr au début de ce qui faisait la différence entre un vote TikTok et un vote collaboratif que moi j'estimais démocratique pour des vidéos. Et donc, on a beaucoup réfléchi, on s'est dit ah ok, si. En fait, il y a 4 différences immenses entre ce que fait TikTok et ce que nous on propose. Et là, je vais juste vous dire ce que l'on fait et qui fait que ces 4 piliers de numérique démocratique. Donc moi, je pense que les algorithmes de recommandation de plateformes plus démocratiques devraient respecter ces 4 piliers, qui sont les suivants. Premièrement, dans un algorithme de recommandation vraiment démocratique, on devrait comptabiliser les voix de manière transparente et vérifiable. Alors, si, vous allez voir, j'y reviens dans le point 2, mais en fait, voix de façon transparente et vérifiable, ça ne veut pas dire, pas d'anonyme, ça veut juste dire que je sais, en tant que votant, comment va être comptabilisé mon retour. Quand vous êtes sur TikTok, ou sur n'importe quelle plateforme, vous likez, vous commentez, vous ne savez pas comment l'algorithme de recommandation va interpréter votre like et votre commentaire pour les futures recommandations. C'est opaque. Quand vous allez voter pour tel ou tel candidat, vous savez comment ça marche. Mon petit papier va là, il va être compté de telle manière, et à la fin, le président, c'est celui qui aura, ou la présidente, c'est celui qui aura le plus. Vous savez comment ça marche. Okay. Et bien ça, c'est pas du tout le cas dans les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, si on avait conscience, d'ailleurs, je viens d'avoir l'exemple, je pense là que, bon, je vous ai dit, je m'engraine sur LinkedIn, très bien. La personne qui n'est pas contente, elle a mis un commentaire. Et moi, dans ma tête, je suis en mode, dommage, mais je pense que ce commentaire va plutôt avoir tendance à faire monter le post. Parce que je sais que les algorithmes de recommandation, ils fonctionnent comme ça. Or, elle, si elle n'avait pas voulu voir le post remonter, peut-être qu'il aurait fallu qu'elle ne commente pas. C'est juste ça. Et en fait, c'est ça le truc d'un modèle de vote transparent et vérifiable. C'est un modèle de vote où tout le monde sait comment ça marche pour pouvoir qu'on sache comment ça marche. Okay. Et donc ça, c'est la première différence. En démocratie, on essaie d'avoir, et qu'il soit vérifiable. C'est-à-dire qu'en fait, on peut le faire tourner pour savoir comment tout le monde, et si ça correspond bien à ce qui s'est passé. Nous, ce qu'on fait à Tournesol, par exemple, c'est que tous les gens qui vont voter, donc en fait, on va voter pour les vidéos qu'on pense qui devraient être massivement recommandées. Et pourquoi tous les codes sont ouverts, c'est-à-dire que les gens peuvent aller voir comment l'algorithme fonctionne pour savoir comment être pris en compte de vote. Et ce qu'on veut faire, quand on aura assez de moyens pour le faire, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un vote pour une vidéo, ce qu'on fait à la fin, c'est que les vidéos ont un score. Le score, ça veut dire qu'un haut score, ça veut dire que les gens ont trouvé que cette vidéo fallait beaucoup la recommander. Un score bas, c'est une vidéo que la communauté a décidé pas très recommandable. Et après, ce qu'on voudrait faire, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un vote pour une vidéo, qu'il sache combien de points la vidéo a gagné ou perdu dû à son vote. C'est comparable à Allociné. Ouais, c'est ce même. Alors, c'est la question intéressante, c'est Allociné, c'est des étoiles. On clique pour des étoiles. Alors nous, ce qu'on fait, et ça c'est parce qu'on a beaucoup de chercheurs, notamment, qui travaillent sur ces thèmes-là, c'est qu'en fait, il s'avère que pour être robuste, un modèle de vote, c'est mieux de le faire par comparaison. Ça veut dire que si là, je vous demande tous de vous lever, et que je dois vous classer par ordre de taille, c'est très dur pour moi de voir apparaître quelqu'un et de dire « Ah, il fait 1m72, ah, il fait 1m74 ». L'échelle que je vais faire, elle va pas être bonne. Alors que si vous apparaissez 2 par 2, et qu'à chaque fois je dis plus grand, plus petit, je ferai quasiment aucune erreur. Et si tu cumules tous ces choix plus grand, plus petit, au final, j'arriverai à classer du plus petit au plus grand de manière robuste. C'est pareil avec les étoiles. En fait, en fonction de ce que tu as vu juste avant, tu vas donner 4 étoiles à un film et tu aurais donné 2 étoiles si tu avais vu un film super bien avant. En fait, par comparaison, c'est plus robuste que Allociné. Donc nous, on fait comme Allociné, mais avec des comparaisons. Donc ce que tu fais, c'est que tu donnes pas des notes individuelles,
tu compares des vidéos. Ouais, c'est pas grave si vous êtes perdu. Non, mais, C'est pas grave si vous êtes perdu, c'est des détails, mais tout ça pour dire, ce qu'on fait, c'est de la comparaison, parce que c'est plus robuste que de l'évaluation dans l'absolu. Mais à la fin, des comparaisons successives de tout le monde, on arrive à extraire, de manière transparente le calcul, une note. Je finis et on prend les questions. Je finis et on finit les questions. Pardon, vraiment. Renforcer la robustesse des IA de recommandation. Ça, c'est vraiment un exemple que moi j'aime bien. C'est que par robustesse des IA de recommandation, je veux dire, alors là vous avez un truc qui semble compliqué, mais vous allez voir c'est pas très compliqué. C'est l'évolution des sondages à la campagne présidentielle roumaine de 2024. Donc là vous avez tous les candidats. Et là vous avez l'évolution des sondages. Les lignes, c'est une approximation qui passe entre les différents sondages, parce que le même jour il y a plusieurs sondages. Et du coup tu vises au milieu parce que... C'est en Roumanie, ça? En Roumanie, effectivement. Et ça a commencé dans les sondages en octobre 2023. Et en décembre 2024, c'est le jour de l'élection, c'est là du coup où le sondage se termine. Et le dernier point, c'est pas le sondage, c'est les résultats. Vous voyez qu'il y a une petite courbe qui est très bizarre, qui est celle-là. Ouais, Georgescu. Là, vous dites, ça, c'est chelou. Ça, en fait, bon, il s'est passé que ça a été massivement manipulé et que une des manières de le manipuler, c'est pas la seule, mais ça en a été une, c'est qu'en fait, ils ont exploité la non-robustesse de l'algorithme de recommandation de TikTok. TikTok, en fait, il s'avère que pour la vidéo suivante, ils prennent en compte les commentaires sous la vidéo actuelle. Ça veut dire que je suis en train de regarder une vidéo de Marine Tondelier. Sous Marine Tondelier, il y a plein de commentaires « Allez Bardella ». Et bien l'algorithme va se dire, a été fait pour ça. En fait, s'il y a beaucoup de gens qui disent « Allez Bardella » sous la vidéo de Marine, ça veut dire que j'ai intérêt à proposer quoi? Une vidéo de Bardella après. Parce que les gens qui sont en train de regarder cette vidéo, ils aiment bien Bardella. Donc si je veux les faire rester sur la plateforme, j'ai qu'à mettre du Bardella après. Mais là où c'est très faible, c'est que la plateforme TikTok ne vérifie pas du tout qu'il s'agit bien d'humains. Donc, ils ont fait des attaques où, sous toutes les vidéos de tous les politiciens et politiciennes roumaines, ils ont mis « Go Georgescu ». Tout le monde s'est farci toutes les vidéos de Georgescu, qui apparemment marchaient bien. Comme d'ailleurs sur les réseaux sociaux, souvent, les points de vue radicaux extrêmes marchent bien. C'est pas que ça, mais là, il y a quand même un truc où tu dis, c'est pas tout à fait naturel d'avoir une explosion comme ça. Donc nous, à Tournesol, on fait en sorte d'avoir un système où on est sûr que les gens soient des humains. Et pour savoir que c'est des humains, juste pour avoir, t'as pas besoin de connaître leur identité. Alors là, c'est un truc mathématique, je vais pas rentrer dedans, mais en gros, aujourd'hui, on a des moyens de savoir, par exemple, que quelqu'un a un passeport français, sans que jamais il ait donné son passeport à la plateforme. C'est-à-dire que c'est des défis mathématiques, c'est des algorithmes. Vous regardez, c'est assez magique, hein, c'est-à-dire vous allez voir sur c'est preuve à divulgation nulle d'identité. Preuve à divulgation nulle d'identité. C'est un protocole qui te permet de prouver que tu as un secret sans jamais révéler le secret. Je pense que je vais aller vite, mais c'est possible. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir le beurre et l'argent du beurre, pour le coup. On peut avoir la préservation de l'anonymat, parce que moi, je suis assez peu friand de donner tous mes avis politiques, surtout dans la dérive autoritaire qu'on sent à l'œuvre partout. Et en même temps, je veux m'assurer que ce ne soit pas que des bots d'autres nations qui veulent déstabiliser ma nation qui votent. Et on peut avoir un peu des deux. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de mettre fin à l'anonymat ou au pseudonymat sur Internet pour avoir ça. C'est ça que je veux dire. Et je finis, et juste, je suis intransigeant avec vous. Troisième point, recueillir les avis réfléchis. Ce qu'on fait sur Tournesol, c'est que quand les gens comparent, on fait en sorte qu'ils prennent le temps de comparer. Or, aujourd'hui, quand TikTok recueille ses votes, il ne recueille pas les avis réfléchis, et il recueille les avis émotionnels et les plus rapides des gens. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne, que c'est le plus efficace. Quand on demande aux Français de voter, on leur dit, il y a une trêve médiatique, vous rentrez chez vous. C'est ça le principe. Après, on ne le respecte pas, mais le principe, c'est que tu rentres chez toi, tu réfléchis en ton âme et conscience pour qui tu vas voter le dimanche. Et le but, c'est de limiter le fait qu'on va voter sur la dernière news émotionnelle qu'un politique aurait sorti à 10h30 le matin de l'élection.
On essaye d'avoir accès à cet avis réfléchi. Ben, nous aussi, à Tournesol, on essaie de faire ça. Et c'est pas ce que fait TikTok. Donc, c'est pas un vote. Parce qu'ils n'essayent pas de recueillir l'avis réfléchi. Ils recueillent l'avis émotionnel. Et dernière chose, et qui est pour moi la plus importante et la plus difficile, c'est qu'en fait, un algo de recommandation, pour moi, dans la numérique démocratique, il doit participer à construire un socle commun informationnel. Quand je vote sur TikTok, je vote avec des guillemets toujours, je vote pas pour ce que les autres vont voir. Je vote pour nourrir l'algorithme qui va moi-même individuellement m'enfermer. Quand je vais voter, je vote pas pour mon président à moi que j'aurai que moi et les autres ils en auront un autre. Je vote pour le président de tous les Français. Je crée du commun. À Tournesol, on vote pas pour la vidéo qu'on veut avoir après. On vote pour la vidéo qu'on pense devoir être dans le fil d'actualité de tout le monde, pour créer du commun informationnel. Et c'est une différence énorme. Pour le coup, c'est un changement de paradigme. Et vraiment, tous les algos de recommandation aujourd'hui sont à visée individuelle. Il n'y a aucun algo de recommandation des grandes plateformes qui est à visée collective. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc en fait, si vous allez sur la plateforme tournesol.app, vous n'allez pas avoir un fil d'actualité pour vous. Vous allez voir les vidéos qui ont été le mieux notées. Et c'est le même classement pour tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on veut que tout le monde ait toujours les mêmes vidéos. Ça veut juste dire que dans un système informationnel plutôt bon, on pense que, par exemple, il faudrait qu'une vidéo sur 10 que les gens voient apparaître sur un fil soit une vidéo qui ait une bonne note Tournesol, par exemple. Et après, les 9, ils peuvent aller voir du skate ou des trucs qui veulent les rater. Mais au moins, on tente d'avoir ça. Qu'est-ce que c'est exactement Tournesol? Ça s'appelle comment? Tournesol.app, c'est un site web, c'est une plateforme. Donc vous pouvez y aller. C'est une plateforme. Oui, c'est C'est une application aussi. On n'a pas la même taille. C'est une application. Oui, c'est une application. Il y a une application, ouais. Une application. En gros, c'est la recherche-action, mais c'est une plateforme où vous pouvez aller. Il y a 2 niveaux d'engagement. Le premier niveau, c'est vous allez sur le site, vous installez l'application et vous avez des recommandations. C'est un algorithme de recommandation où il y a des scores. Et les scores viennent des gens de la communauté qui ont comparé les vidéos et qui ont répondu à la question, vous, à quelle vidéo vous voudriez recommander massivement à tout le monde pour que la société soit, selon votre propre avis, meilleure. Alors, on est une centaine de membres impliqués et il y a à peu près 2000 personnes qui comparent des vidéos régulièrement. Et je crois qu'on a fait 1 million de comparaisons, donc dans le système il y a eu 1 million de comparaisons. Et en fait c'est de la recherche-action, donc en fait le but c'est aussi de voir quels sont les défis de ce type de recommandation pour arriver à créer un système le plus abouti possible. Parce que nous, notre principe c'est que, et c'est pour ça que c'était mon avant-dernière slide, c'était celle-là, gardez espoir. Parce que je fais partie des gens, moi ça fait un moment, en tant que bon faux écolo ou bon écolo, je ne sais pas, je ne sais plus. Je pense que sur ces questions-là, on n'avance pas trop. Je m'attaque tout le temps à des questions où on n'avance pas trop. Et moi je vois dans les gens qui s'investissent, il y a beaucoup de désespoir, qu'on n'arrive pas à faire les choses à l'ampleur où il faudrait qu'on les fasse, il y a tout un tas de sujets. Et en fait, par exemple, sur le côté Tournesol, je pense qu'on est très très loin d'arriver à réguler les plateformes. Et qu'on est très très loin d'arriver à mettre en place le genre de choses dont je parle. Et alors juste, pourquoi j'ai gardé espoir, c'est que je pense que ce genre de plateforme qu'on fait, aujourd'hui, collectivement, on est incapable de mettre la pression politique suffisante et on est incapable collectivement d'arriver à pousser pour que ça ait lieu. Par contre, s'il y a un truc que le Covid nous a appris, c'est que à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles deviennent magiquement possibles. Et que je pense fondamentalement que si j'ai raison, peut-être j'ai tort, mais si j'ai raison, tous ces trucs-là dont je vous ai parlé vont m'empirer. Qu'on va être forcé de prendre conscience de certaines choses. Et que tout système politique, quand il est sous pression d'un truc qui monte, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sur l'étagère ce qui a déjà été fait. Et donc nous, à Tournesol, on fait partie des gens qui font une brique technique qui est sur une étagère et on espère, on garde espoir, que les circonstances vont faire qu'un jour, il y aura une ou un politique
en France ou ailleurs, qui se disent, là on est à circonstances exceptionnelles, je pense qu'il y a des gens qui ont pensé à des algorithmes de recommandation qui ont d'autres manières de recommander, et qui prennent celui-là. Voilà. C'était ça. Vous en connaissez des politiques qui fonctionnent? Alors, oui, alors, très bonne question. Donc, on peut passer à la partie question, merci. Donc voilà, merci de votre attention. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner à la Gazette d'après la bière. Donc c'est pas un algorithme de recommandation, c'est une gazette, donc vous la recevrez quand j'en aurai une. Vous pouvez aussi acheter le livre. Et bien sûr, je suis aussi sur les réseaux sociaux, mais après tout ce que je vous ai dit, ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, même si j'y suis. Mais voilà, là c'est après la bière, que ce soit sur YouTube ou sur Blue Sky, j'y suis beaucoup. Et pour répondre à votre question, est-ce que je connais les politiques? En gros, le plus gros espoir qu'on ait sur ce sujet, c'est Taïwan. C'est ce qu'ils ont fait à Taïwan. À Taïwan, d'ailleurs, c'est pas pour ça qu'on s'appelle tournesol, mais on aurait pu. Il y a eu un truc en 2014 qui s'est appelé le mouvement des tournesols. Et où en gros, il s'est passé exactement un peu ça, c'est que il y a une plateforme sur un autre sujet, mais qui est très important, qui s'appelle POL.is, qu'on a cité, police. Et en gros, qui a été inventé au moment des printemps arabes et du mouvement Occupy Wall Street. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était un mouvement anti-abus de la finance. Et les gens qui ont vu ces mouvements se sont dit, bah, c'est dommage parce que c'est très bien ces gens qui se révoltent, mais après, être tous assis à 3000 sur une place en plein soleil et faire ça avec les mains, il n'y a rien qui se passe. On l'a eu en France, avec Nuit debout derrière, etc. Il y a eu une sorte à ce moment-là de conscientisation qu'en fait, juste se réunir, c'était important, mais ça suffisait pas. Et du coup, il a eu la phrase très très forte, moi je trouve, Twitter, donc qui est la plus grande plateforme, on en a beaucoup parlé pour les printemps arabes. En disant les printemps arabes, c'est grâce à Twitter. D'ailleurs, 10 ans après, les printemps arabes, on se dit, ouais, c'était bien hein, au moment, mais 10 ans après, et il disait, Twitter is good for revolution, it's not really good to write a constitution. Twitter, c'est bien pour la révolution, mais c'est pas hyper bien pour écrire collectivement une constitution. Donc ils ont créé ce programme qui s'appelle Police, qui est un programme en fait où, dans une salle comme ça, où avec des dizaines de milliers de personnes, tout le monde peut s'exprimer et on arrive à trouver des consensus dans tous ces gens. On voit les dissensus aussi, mais aussi on voit les consensus. Et en fait, tout ça pour dire que quand il y a eu une révolution à Taïwan, parce que, en gros, le pouvoir de l'époque avait commencé à donner des signes d'affaiblissement par rapport à la Chine continentale, et Taïwan sentait bien qu'ils allaient se faire manger comme Hong Kong. Et du coup, il y a eu une sorte de révolution où ils ont investi l'Assemblée nationale taïwanaise, etc. Et ils ont fait ça, ils ont tout streamé, donc c'était des gens hyper dans la technologie. Et ils ont beaucoup utilisé cette plateforme Police pour justement prendre des décisions. Et il y a vraiment eu une révolution numérique à Taïwan qui fait que Taïwan est un des seuls États du monde où il y a un institut qui note un peu à quel point les États sont bien en termes de démocratie. Droit du journalisme, etc. etc. Et bien, Taïwan est un des seuls États qui a une note qui continue à augmenter, alors que nous, les autres, c'est un peu la chute libre quand même. On baisse, la France baisse, tout le monde baisse. Enfin, beaucoup d'États démocratiques. Et du coup, Taïwan, c'est un gros exemple. Et c'est un gros exemple de exactement ça, c'est-à-dire que Police n'a pas été fait pour Taïwan. Police a été fait par des gens, et par contre, les gens qui ont fait la révolution à Taïwan se sont emparés de cet outil. Mais nous, avec Tournesol, on veut faire la même chose, mais pour les algorithmes de recommandation. Oui. C'est uniquement au niveau de la France ou si vous êtes... Alors, on est en français et en anglais. Oui. Et nous, c'est beaucoup des vidéos francophones. Il y a aussi un classement pour les vidéos anglophones. Mais par contre, c'est le monde du développement. Tu peux prendre le code et appliquer le même n'importe où. C'est-à-dire, pour le coup, le langage informatique n'est pas en une certaine langue. Ah non, alors pour le coup, là, c'est un projet extrêmement franco-suisse, pour tout dire. Et d'ailleurs, qui est plutôt suisse. Je fais partie de la partie française de Tournesol. Mais ouais, non. Mais du coup, ouais, c'est plutôt ça. À la base, c'est des chercheurs plutôt suisses. Pas plus suisses, qui vivent en Suisse. Mais il y a d'autres pays qui sont un peu dans cette... Ben alors justement, sur les algos de recommandation, très peu. Très peu. Parce que tout à l'heure, sur votre image, là, on voyait un drapeau américain. Ah ouais, ça c'était pour dire les plateformes. Donc il n'y a que des Américains et des Chinois qui sur les plateformes. Sur les grandes plateformes. Les grandes plateformes que vous... Donc du coup, en Europe, tout ça, pourquoi
chose comme tournesol et ça se fait Alors, pas, il n'y a pas de... Ben, il y a... À part tournesol. Non, mais toi, alors, si tu prends des initiatives comme Tournesol, il y en a plein en Europe, des plateformes de taille mondiale, il n'y a que des Américains et des Chinois. Tous les noms que je vous ai cités aujourd'hui, OpenAI et tout, le seul, et on en entend beaucoup parler, même si maintenant ils ont un gros contrat avec Microsoft, donc je sais pas à quel point, Mistral, c'est une entreprise française. Mais bon, vous ne les connaissez peut-être pas, mais c'est quand même, ils sont quand même assez gros dans le jeu, pas très, mais juste un peu. Mais en gros, grosso modo, les plateformes qui comptent vraiment, c'est que chinois et américains. Et après, non seulement, moi j'ai deux choses, c'est non seulement l'Europe a pas créé de géant du numérique, mais je pense même un géant du numérique européen serait mieux qu'un géant du numérique chinois ou américain, juste parce que je pense qu'il serait moins à même de détruire les intérêts européens. Mais par contre, si tu changes pas les logiques que j'ai décrites aujourd'hui, il n'y a aucune raison que le géant numérique européen soit meilleur pour la santé mentale des Européens. Si tu gardes le même modèle économique, même chose. Alors Mistral AI, c'est un peu différent parce que c'est pas un réseau social. C'est le seul grand du numérique qui fonctionne, c'est plutôt comme ChatGPT. Ce qu'il faut, c'est de l'IA générative. Mais vraiment, dans les IA de recommandation et dans les plateformes où on consomme du contenu, c'est chinois-américain. Enfin, tous les noms qu'on a dit, c'est que des Américains. D'ailleurs, c'est que des Américains parce que les plateformes qu'on connaît, en fait, il y en a une qui est chinoise, c'est TikTok. C'est tout. Tous les autres, c'est des Américains. Ouais. Oui. Non, mais moi aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est. Non, vous avez posé une question sur la. Ouais. Pollution. Ouais. Alors, du coup, je vais faire la pub, parce que. Parce que tout ce qui est avec des compagnies, c'est une révolution mondiale. Ouais. Alors, j'ai tapé les trucs et en fait, je n'étais pas tapé au moment, c'était pas bon. Voilà. Alors, si vous voulez vraiment, pour le coup, en savoir bien plus et avoir en plus ma tête, parce que c'est pas moi qui ai fait la vidéo, hein, il y a une chaîne que je vous recommande très fort, c'est cette chaîne qui parle d'impact environnemental, donc c'est la chaîne du Réveilleur. Donc lui, sa thématique, c'est climat, énergie, transition énergétique. Je pense, pour moi, le vulgarisateur le plus sérieux scientifiquement, c'est-à-dire que il fait un travail extrêmement carré en termes de sources et de documentation scientifique. Et du coup, il a fait cette vidéo, d'ailleurs, vous pouvez voir là, qui est notée 51 sur Tournesol. C'est le plugin qu'il y a et qui affiche sur Tournesol, dont la vidéo a été comparée 105 fois par 32 personnes, et qui s'appelle « Faut-il vraiment culpabiliser en regardant YouTube en 4K ?» Et en fait, cette vidéo, elle est là pour voir quel est l'impact écologique, par exemple, de regarder en plus haute résolution, plus basse résolution. Alors, pour répondre à la question en deux temps. Premier temps, c'est, en fait, individuellement, même quand tu prends en compte et tout, ce qui compte, c'est ce que tu achètes. C'est le numérique que tu achètes. Et ton comportement, en final, tu regardes en haute résolution ou en basse résolution, ça a très peu d'impact. Le fait de regarder en basse résolution, par exemple, on se dit que c'est plus écologique que de regarder en très haute résolution, parce qu'il y a moins de données. Bon, mais ça, c'est anecdotique par rapport au fait d'acheter ou pas un nouvel appareil. Donc en fait, juste l'éco-geste à avoir, c'est de faire en sorte que ces appareils durent le plus longtemps possible. Ça, c'est juste la manière. Oui, l'appareil physique, oui. L'ordinateur, le téléphone. Donc, garder son téléphone 5 ans, c'est le must du must en termes d'éco-geste individuel. Plutôt que de à chaque fois choisir la mauvaise résolution. C'est vraiment l'appareil. Dans les appareils, par exemple, un truc très contre-intuitif, c'est qu'en fait, il vaut mieux acheter un rétroprojecteur avec un écran qu'un grand écran de télé. Parce que ce qui a un impact écologique, c'est l'écran. Donc il vaut vraiment mieux, même un bon rétro, qu'une grande télé. Voilà. Ça, c'est... Et après, donc ça c'est pour le côté individuel.
Et après, sur le côté collectif, la folie du numérique dans laquelle on est aujourd'hui, où il y a des centaines de milliards qui partent dans l'entraînement des IA génératives, donc là on parle de Mistral, etc., alors OpenAI et tout, ça a une consommation énergétique systémique énorme. Et là, pour le coup, il y a quand même des trucs assez drôles et cocasses, c'est que maintenant il y a Meta qui, pour entraîner, pour alimenter ses serveurs, a des deals spécifiques avec des centrales nucléaires pour s'assurer l'approvisionnement énergétique de ce système. Voilà. Voilà, c'est juste qu'en termes individuels, ce qu'on y peut nous, c'est plutôt à l'achat de matériel plutôt qu'à se policer en permanence d'avoir la mauvaise résolution. Je dis pas que si vous voulez avoir la mauvaise résolution, ça va pas faire de mal à la planète. Aucun souci. C'est juste que stratégiquement, moi je préfère me poser beaucoup de questions à l'achat de matériel. C'est là où j'optimise mon gain. Encore une fois, dans les ordres de grandeur, c'est vraiment là où tu gagnes. Parce que pour le coup, encore une fois, 1 heure de streaming, c'est 500 mètres en voiture. Bon, ben, moi j'ai beaucoup de gens qui disent ah oui, moi je fais attention à la résolution et qui prennent la voiture le week-end pour faire 140 bornes. Je leur dis juste, bah, franchement, reste à la maison, regarde Netflix. Mieux pour l'environnement. Après voilà, je comprends les gens. Oui, non, c'était pour revenir à la problématique des data centers. Oui, bien sûr. C'est le gros problème énergétique qui a été avec ça, hein, avec l'explosion des data centers. Oui, alors effectivement, l'explosion de l'entraînement et la folie de l'IA générative et de l'entraînement qui coûte beaucoup d'énergie, là, ça a un impact environnemental massif. On sait le zone ou pas? Ah oui, alors En quoi d'ailleurs? ouais, alors ça avance très très vite hein, quand même. Moi, par exemple, il en parle dans la vidéo à la fin, mais la question, par exemple, à quel point une requête sur ChatGPT, donc sur une IA générative, va entraîner plus ou moins d'énergie qu'une requête Google. Bon, l'embêtant, c'est que là, le secteur, il avance tellement vite qu'à 6 mois d'écart, les deux études vont avoir des chiffres qui ont des ordres de grandeur de 10 de différence. Ça, hyper vite, parce qu'en fait, en fonction de, justement, des gains qu'ils peuvent faire, les chiffres vont être radicalement différents. Après, aujourd'hui, on est assez sûr que, effectivement, une recherche où tu demandes à ChatGPT, donne-moi les 10 sites les plus performants sur la tech, ça va avoir beaucoup plus d'impact. Je me souviens plus, mais je pense que c'est un ordre de 10 de grandeur que une recherche Google. Juste, voilà. Ah, vas-y, juste. Est-ce que Ecosia, par exemple, Ouais. qui est une bonne moteur de recherche, semble-t-il, Ouais. plus écologique que tous les autres, enfin plus autonome? Ouais, oui, alors. Je suis pas expert de Ecosia, mais dans mon souvenir, faudrait vérifier. Là où c'est bien Ecosia, c'est que je crois qu'ils s'engagent à reverser une partie de leurs bénéfices de la publicité à planter des arbres. Je caricature peut-être, mais je crois que c'est ça. Mais je crois que derrière, ce qu'ils utilisent, c'est pas leur propre moteur de recherche, c'est Google. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une interface entre Google et vous, où pour le coup, vous savez que les bénéfices qui sont faits par la pub sont davantage reversés à un truc que vous trouvez bien. C'est jamais que rien. Mais je crois que c'est ça, le souvenir. Pour sortir de. Pardon. Pour sortir un petit peu de l'écologie, moi, Oui. je ne sais plus quoi penser, de toute façon, comme Macron. Ah. Non, c'est pas. Vous avez, moi, ce qui m'a un petit peu, ce qui m'effraie, c'est que vous avez cité Taïwan. Et Taïwan est à la merci de la Chine. Et donc, une autre question, il y a toutes ces recherches, il n'y a rien aux États-Unis dans votre sens, enfin dans le sens. Si, alors, juste, Taïwan, c'est l'exemple politique et sociétal qui a marché de plus grande ampleur. C'est-à-dire, en fait, il y en a un autre, c'est peut-être l'Estonie, qui a fait des choses un peu particulières, justement sur le numérique, qui sont intéressantes. Pour moi, elles sont plus intéressantes au point de vue facilitation de toutes les démarches sur Internet. Ils ont vraiment, ils appellent ça un paperless state. En gros, il n'y a pas de papier, en fait, tout est fait sur Internet. Donc ça, ils ont fait des choses intéressantes dans ce sens-là, qui n'est pas forcément intéressant pour tout le monde, parce qu'en fait, les gens, ils aiment bien le papier. Mais sur le côté politique, Taïwan, c'est le plus grand État qui a fait des choses vraiment intéressantes. Par contre, ça ne veut pas dire que la recherche, il n'y a que à Taïwan. Pour le côté recherche, par exemple, on a interviewé quelqu'un qui est vraiment brillant sur ce thème-là, qui est américain, qui s'appelle Lawrence Lessig, et qui a écrit un bouquin qui s'appelle They Don't Represent Us, qui est vraiment un livre sur comment la démocratie représentative aux États-Unis, finalement, elle est tellement biaisée qu'elle n'est pas très représentative, et vraiment politiquement, il étudie ça. C'est hyper intéressant.
Et donc il y a de la recherche hyper intéressante qui est faite aussi aux États-Unis. Par contre, ce que je dis à Taïwan, c'est que c'est le plus gros exemple de mise en pratique. C'est-à-dire que tout le monde en cherche tous et on fait... Et encore, c'est assez peu. C'est-à-dire qu'en fait, dans la recherche sur l'intelligence artificielle, la partie de la recherche qui est allouée aux choses qui sont éthiques et qui sont pour avoir un meilleur écosystème informationnel pour la démocratie, c'est minimal par rapport au secteur de recherche de comment on va arriver à fourvoyer les gens à être sur les plateformes. Et par contre, en application, vraiment en politique, non, Taïwan, c'est, et du coup, comme je disais, l'Estonie, c'est les deux gros exemples. Et donc c'est là où, pour le coup, Taïwan, pourquoi ils l'ont fait aussi? Parce qu'ils ont une pression de dingue. En gros, c'est ça, ou en tout cas, tu te fais avaler très très vite par la Chine continentale. Et moi, j'ai envie de dire, l'Europe, c'est pareil. C'est maintenant ou jamais qu'on met en place ça, parce que sinon, effectivement, on va pas. Donc il y a vraiment un enjeu aujourd'hui à se dire, ok, comment on fait pour faire ça? Parce que moi, il y a des gens qui disent, oui, t'es catastrophiste. Je fais, bon, ok, on va faire le statu quo, on va rien faire. Moi, je suis pas très positif. Voilà. C'est une dernière question. Ouais. Parce qu'après, voilà. Et il faut faire même. Pour l'heure, il n'y a aucune démocratie qui a tenté de réguler les algorithmes de recommandation. Alors, il y a, de toute façon, l'Europe est à la pointe. Alors, je vais être horrible. Hein. Si, la Chine. Démocratie, je savais. Ah, voilà. Ah, d'accord, j'avais oublié les démocraties. J'ai juste regardé qui c'est qui régule. Chine. Ils ont régulé de base, ils ont mis un grand firewall à la base sur Internet, ils ont dit, non, nous, on va faire un truc qu'on va contrôler, nanana. Bon. D'ailleurs, très intéressant de voir que TikTok, on a dit, il y a deux applications. Il y a une application pour la Chine, une application pour les autres. Hein. Je peux vous assurer que c'est pas les mêmes algos de recommandation qui tournent. Hein. Ils sont loin d'être naïfs. Hein. Ça, c'est un truc. Et ça, imaginez à quel point on est naïf politiquement. C'est-à-dire qu'on autorise un pays à avoir une appli avec leur algo de recommandation pour l'intérieur et un autre pour les autres. C'est quand même un délire. Et on arrive à avoir le discours des gens qui disent oui, mais la liberté d'expression. Mais regarde. Et juste je finis, après je prends la question et je vais considérer que c'est la même question. Donc oui, non, à l'échelle d'une démocratie, honnêtement, ceux qui ont fait le plus, c'est l'Europe. Voilà. Donc c'est pas beaucoup. Mais c'est le plus. Et d'ailleurs, on vient de reculer avant-hier sur une réglementation qu'on avait faite, et grâce à un lobbying hyper efficace, on est revenu dessus. Et dernière question. L'Europe voudrait faire ce que fait la Chine. Ben moi je pense pas justement. Je pense que l'Europe, et c'est là où je pense que j'espère qu'on va aller vers quelque chose où justement je pense que l'Europe a ce truc-là de à la fois vouloir réglementer et à la fois je pense que les institutions européennes sont bien plus démocratiques que la Chine. Et j'espère qu'on va arriver à tomber ni dans... Parce qu'en fait, le problème c'est que soit on tombe dans ce que moi j'appelle le chaos décentralisé, c'est-à-dire qu'en gros, les big tech font ce qu'ils veulent, et en fait, chacun a son fil d'information, et donc du coup ça va faire un chaos décentralisé parce que tout le monde va vivre dans son monde, ça va être complètement invivable, vers lequel on se dirige, et plus on va aller vers un chaos décentralisé, plus il va y avoir une tentation autoritaire, et on va basculer dans l'autre sens parce qu'on va se dire, non, ça ne va plus du tout. Et alors, c'est en train d'arriver, donc c'est arrivé aux États-Unis. Alors, c'est en train d'arriver, et la question c'est que nous, à Tour Sol, on essaie de voir si on peut faire quelque chose qui est un petit peu plus au milieu. Vous arrivez à dormir? Ouais, j'arrive. Merci beaucoup. Merci.